This meeting is being recorded. Alors déjà, il y a 33 là. Ça y est, c'est parti. This meeting is being recorded. Bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire sur l'accommodation familiale. Donc on va commencer rapidement par présenter les différents intervenants. Pascal, est-ce que tu veux commencer? Alors Pour te bonjour, présenter. moi je suis Pascal Machelot, je suis bénévole à Promesse depuis plusieurs années et plus spécialement chargée de tout ce qui est formation et ateliers en direction des aidants. Et puis je suis aussi père aidant de famille professionnelle et travaille à temps partiel à l'hôpital Saint-Maurice. Et j'ai le plaisir de co-animer avec Nicolas le webinaire sur l'accommodation familiale. Avec plaisir. Donc moi je suis Nicolas Pimet, je suis neuropsychologue. Je travaille dans une équipe de réhabilitation psychosociale et je suis aussi formé aux thérapies cognitives et comportementales. Donc je serai un des deux animateurs. Je suis aussi membre du CA de Promesse, et voilà, je fais différentes actions pour Promesse qu'on pourra détailler plus tard, comme des séances de révision pour Profamille, et puis je suis aussi animateur Profamille. Voilà. Et donc l'intervenant ce soir, ce sera Alexandre de Connor, qui est psychologue et psychothérapeute pour les thérapies cognitives, comportementales et émotionnelles. Il est aussi formateur pour la FTCC dans ce domaine-là. Il travaille au C2R Jean Maviel à Montpellier depuis 7 ans, notamment avec des personnes qui souffrent de schizophrénie. Et il est en train de terminer une thèse sur l'accommodation familiale. Donc il aura l'occasion de nous parler ce soir. Donc, au niveau du fonctionnement pour le webinaire de ce soir, donc c'est enregistré, ce sera diffusé par la suite sur la chaîne YouTube de Promesse. Donc vous avez pu le remarquer, tous vos micros sont coupés. L'idée c'est de qualité pour l'enregistrement et la diffusion. Et puis vous pourrez, si vous avez des questions à nous poser, utiliser le chat et nous on les fera remonter Alexandre de Connor pour la partie questions. Mais avant ça, il y aura toute une partie où il présentera justement qu'est-ce que c'est que l'accommodation familiale. Donc voilà, pour vous présenter, mettre les choses un petit peu en contexte, il y a déjà eu par le passé un autre CAFConf d'Anne-Victoire Rousselet, qui est aussi psychologue et aussi formé aux thérapies cognitives et comportementales. C'était notamment sur l'analyse fonctionnelle, donc j'espère que vous avez pu y jeter un œil, ou vous pourrez jeter un œil après ce webinaire-là, parce que ça pourrait être assez complémentaire avec ce qu'on verra ce soir. Et puis, ce webinaire sur l'accommodation familiale, ça va aussi s'inscrire plus largement dans le travail que fait Promesse sur le rétablissement des aidants, et que va vous présenter Pascal. Alors donc oui, en quelques mots, donc actuellement Promesse travaille sur le parcours de rétablissement des proches aidants. Et comme vous le savez, le concept de rétablissement vient des utilisateurs de santé mentale, mais il s'est élargi puisque à, à d'autres, en plus de la maladie mentale. Et donc nous travaillons actuellement sur ce sujet. Et dans ce processus de rétablissement, ça s'applique donc aussi aux proches aidants parce on traverse aussi des périodes de difficultés, de déni, d'adaptation, de réorganisation. Et dans ce cadre-là, dans ce parcours, le proche aidant va traverser différentes émotions et puis aussi mettre en place différents comportements dans sa vie personnelle et vis-à-vis de son proche. Et c'est là que les réactions de l'accommodation peuvent s'inscrire. C'est pour ça que ça nous a paru intéressant d'inscrire ce CAFCON dans ce cycle sur le parcours du rétablissement des proches aidants. Et nous prévoyons
et nous espérons que nous pourrons mener à terme ces projets. Nous prévoyons d'autres CAFCONF et manifestations, donc, dont le congrès REHAB, le congrès Père Aidance Famille Professionnelle et l'atelier sur le rétablissement santé mentale Île-de-France, peut-être, sur ces thèmes. Voilà. Donc, bon CAFCONF, et la parole va être donnée à Alexandre. Eh ben, Voilà, qui va commencer sans transition. ouais. Merci beaucoup déjà de m'avoir invité pour parler de ce sujet de l'accommodation. Vous êtes nombreux, donc je suis très content de pouvoir échanger avec vous. D'habitude, j'aime bien quand c'est assez, quand on peut être en tout cas dans l'échange. Donc là, vous êtes beaucoup, donc je pourrais pas forcément répondre à toutes les questions ou voir forcément le chat pendant que je présente, mais j'essayerai au maximum. Alors, pour vous commencer à vous parler d'accommodation, comme l'a dit Nicolas, je suis spécialisé en TCC. Je travaille principalement sur la TCC, les troubles psychotiques et du TOC. C'est deux spécialités un petit peu différentes, mais voilà, c'est les deux domaines dans lesquels je travaille particulièrement. Et en travaillant d'abord sur le TOC, il y a quelque chose qu'on a pu remarquer, c'est que finalement, le TOC à la maison, il prend énormément de place. Euh, Quand il y a une famille, en tout cas, qui est impliquée, puisqu'il y a beaucoup de comportements. Pour ceux qui connaissent pas les TOC, il peut y avoir des comportements de vérification, des comportements de lavage, etc. Euh, et tout ça, ça prend beaucoup de place à la maison et ça implique la famille, forcément. Si vous n'avez pas besoin de laver 3 fois par jour, mais que votre proche il se met à le faire, vous vous retrouvez impliqué de fait à vivre dans un endroit qui est lavé 3 fois par jour et il faut faire avec ça. Euh, et après, donc là, c'est de là qu'est venu l'intérêt que j'ai porté à ce sujet. Et après, vu je travaille dans un centre de réhab qui est vraiment orienté sur le rétablissement personnel, on accompagne vraiment les gens sans présumer, sans juger, et sans évaluer à l'avance. Les gens nous disent, je veux faire tel truc, je sais pas, je sors de Spit, j'ai 20 ans et je veux un appart. Nous, on le suit, sans problème, directement. Et là, les familles, elles ont commencé à nous dire, waouh, ça fait un peu flipper. Et on les comprend. Parce qu'ils disaient, attendez, mon gamin, ça fait 3 fois qu'il rechute, qu'il va hospitaliser, et vous arrivez et vous dites, ouais, ouais, ok, on va prendre un appart. Et là, les familles nous ont dit doucement, et ce qu'on peut entendre, parce que c'est pas nous qui sommes à la maison et qui vivons les moments de crise, c'est pas nous qui vivons les moments difficiles. Euh, donc on s'est dit, bah, il va falloir qu'on travaille avec les familles pour voir comment on peut travailler ensemble dans cet objectif de prendre un appartement, objectif d'emploi, objectif quelconque d'études, de pouvoir travailler avec les familles. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à travailler sur l'accommodation dans le TOC, je me suis rendu compte qu'il se passait un petit peu la même chose pour les familles où les proches étaient concernés par d'autres troubles psychiques en fait que le TOC. Donc ça va me permettre d'enchaîner sur une partie un petit peu plus théorique sur ce que c'est cette accommodation. Enfin, théorique et pratique, je vais essayer d'illustrer au maximum. Juste, je vais préciser un truc. Le but, l'accommodation, vous allez voir, c'est des comportements bienveillants qui finalement, à terme, peuvent un petit peu ralentir le rétablissement. Il n'y a pas de volonté, et c'est important, de culpabiliser les parents ou de dire c'est de la faute, etc. Vous allez voir, je vais vous dire qu'en fait, on ne peut pas ne pas s'accommoder. On est obligé de le faire, en fait. On n'a pas le choix. C'est pas un choix, en fait, cette accommodation. On y est forcé par la pathologie qui s'installe à la maison. Donc soyons bien d'accord, il n'y a pas d'accusation ou de culpabilisation à avoir. Au contraire, nous, ce qu'on a essayé de faire dans notre unité, c'est plutôt d'aider les familles à gérer ça, à faire avec ça, plutôt que de leur dire, vous avez mal fait, il faut faire autrement. Non, non, c'est comment nous, on peut prendre le relais pour vous aider. Alors, il faut que je partage l'écran. Normalement, si je fais comme ça, hop, on est bon là? A priori. Alors, Oui, alors nous on voit aussi le côté, les diapos suivantes, etc., le côté un peu technique, mais ok. Alors, du coup, et y compris les notes. partager le truc Mais complet. sinon ça marchait. Là, c'est le bon. Voilà, parce que Impeccable. vos écrans. Là, c'est le bon. Donc, l'accommodation,
familiale. Concrètement, je vais illustrer des situations, si j'y arrive, voilà, qui, je pense, vont parler à tout le monde, en tout cas pour les familles, vous avez envie de vous y retrouver. Sachant que là, je vais vous parler en fait d'exactement ce que je présente dans le groupe qu'on avait appelé Espoir Famille. Et c'est ce qu'on fait avec les familles. Donc en fait, je vais vous dire la même chose. Donc il y a cet exemple, Romain qui sort pas de sa chambre avant 15 heures. Et Romain, bah, il veut manger quand il se lève. Donc qu'est-ce que font ses parents? Bah, ils attendent 15 heures pour manger avec lui. Parce qu'en fait, il veut pas manger tout seul. Ça l'angoisse de manger tout seul. Et du coup, ses parents, bah, ils attendent 15 heures à chaque fois pour manger. Donc effectivement, en termes voilà, pour organiser sa journée, c'est vite un petit peu compliqué, ce genre de situation. On a Anna qui a plus envie de rien parce qu'elle se sent fatiguée, qui a déprimé, et son conjoint lui propose d'arrêter l'équitation parce qu'elle dit ouais mais ça me fatigue l'équitation, etc. Et son conjoint, bah, sympa, lui dit bah reste à la maison et repose-toi. Parce qu'il a peur pour elle et il préfère qu'elle reste au calme. On voit déjà là un petit peu le truc problématique, c'est qu'à la fois l'équitation pour Anna, c'est le seul truc encore plaisant qu'elle fait. Au niveau de sa dépression du moment, bah, c'est le seul truc qui la tient encore un petit peu. Et Guillaume, qui se dit trop stressé quand il fait des courses. Alors Guillaume, ce qui est bien, c'est qu'il peut illustrer plein de situations. Guillaume, il est peut-être trop stressé quand il fait des courses parce qu'il entend des voix, parce qu'il a des idées de persécution, parce qu'il a une anxiété sociale et qu'il a très peur du regard des autres, parce qu'il fait des attaques de panique, etc. Voilà, ce Guillaume, il peut servir d'exemple à plein de symptomatologies différentes. Et du coup, Guillaume, il vit tout seul, et sa mère, elle passe une fois par semaine faire les courses pour lui, parce qu'elle se dit, bah, sinon il va plus avoir à manger, Guillaume, il va se laisser mourir de faim. En tout cas, il va pas se laisser mourir de faim, mais ça va être, il aura rien dans son frigo, ça va être compliqué pour lui, et vu qu'il est stressé, ça va le gêner finalement pour sortir. Et Guillaume, qu'est-ce qui se passe? Bah, Guillaume, il valorise sa maman. En tout cas, quand elle fait ça, il lui dit bah, c'est super, tu m'aides beaucoup, etc. Donc, bah, sa maman, elle se dit bah, je peux pas le laisser tomber, il faut que je continue à faire les courses. Seulement, bah, faire les courses toutes les semaines pour Guillaume, c'est quand même contraignant. Je vais ajouter un petit avantage que Guillaume a, c'est qu'en plus, au lieu de dépenser son argent, quand c'est sa maman qui fait les courses, c'est elle qui paye les courses au passage. Euh, Ce qui est quand même plutôt pratique pour lui. Ça fait une économie. Bon. Là, on commence. Je pense que c'est des situations, alors j'ai pas de retour, hein, mais je pense que c'est des situations qui peuvent vous parler, qui peuvent être des choses que vous avez vécues. En tout cas pour ceux qui sont, pour le public qui sont des familles. Euh, je pense que c'est des choses que vous connaissez bien. Et d'ailleurs, vous allez voir, je vais rien dire d'extrêmement nouveau, parce que je vais dire des évidences que vous vivez tous les jours. Ce sera juste un moyen de vous dire, bah, ça a été étudié et on essaie de trouver des solutions. Euh, Mais Guillaume, là, quel est le problème? Je me sers beaucoup de cette situation pour illustrer la suite. Le problème avec Guillaume, c'est que finalement, Guillaume, à aucun moment, là, il va pouvoir apprendre qu'il est capable de faire les courses, qu'il est capable de surmonter cette émotion. Par exemple, moi, typiquement, je vous ai dit tout à l'heure, je travaille sur je fais des TCC, des troubles psychotiques, et les idées de persécution, c'est un truc sur lequel je travaille beaucoup. Et justement, moi, avec quelqu'un comme Guillaume, je vais avoir besoin de sortir et je vais avoir besoin de le confronter à ses courses. Alors, j'ai des techniques pour ça, des moyens de l'aider à gérer ça, mais je vais avoir besoin qu'il soit confronté aux symptômes pour pouvoir apprendre à le gérer. Et s'il ne l'est pas, eh ben, ça va être compliqué. Et là, ça va être compliqué aussi pour moi. Si Guillaume, il me dit, voilà, j'ai des projets, je voudrais gagner en autonomie, moi, je vais lui dire, OK, allez, on va aller se mettre en difficulté, on va aller au supermarché, mais qui sait que dans la semaine, sa mère va venir faire les courses, et ben ça va finalement, ben, il va choisir quelqu'un qui lui fait ses courses et il aura raison. En fait, ça coûte moins d'énergie. Ça, je sais pas pour vous, mais moi, si quelqu'un me propose de faire mes courses, je prends en fait. Parce que j'aime pas faire mes courses. Je trouve ça long et pénible. Et là, on a envie, en fait, finalement, que quelqu'un le fasse à notre place, c'est plus logique. Et c'est pour ça qu'il va y avoir besoin de travailler ensemble pour voir, mais comment on peut faire? Parce que en l'état, si sa mère, elle laisse Guillaume, bah, Guillaume, clairement, il ira pas faire ses courses tout seul non plus. Donc, on a un problème à ce niveau-là. Ça m'amène à la définition scientifique, en tout cas, du concept d'accommodation familiale.
c'est tous les changements de comportement que font les membres d'une famille d'un proche souffrant d'un trouble mental dans le but de diminuer la souffrance et la détresse qui y sont associées. La phrase est un peu lourde, c'est une traduction un peu littérale de l'article en anglais. Mais en fait, voilà, c'est tout ce qu'on fait pour diminuer la souffrance à court terme. C'est ça qui va être important, cette notion de court terme. Et ce qui a été étudié dans le TOC, c'était qu'en fait, ça touchait quasiment 100% des proches. C'est quasiment impossible de ne pas s'accommoder. Suite à ça, il y a eu pas mal d'autres études qui ont montré que cette accommodation familiale, elle existait dans tous les troubles anxieux, dans les troubles des conduites alimentaires, dans les TSA, dans le TSPT, dans les tics, dans les cauchemars de l'enfant, dans l'état dépressif, dans le failure to launch, c'est le fait que c'est ces jeunes qui n'ont pas de troubles psychiques, mais qui restent bloqués à la maison, qui ont du mal à se lancer. Tout d'un coup, c'est Parcoursup, on doit quitter le lycée, rentrer dans la vie, des études ou du boulot, et là, ça foire, et ils restent à la maison, sans troubles psychiques associés. Par contre, ça peut développer des troubles psychiques après. Euh, voilà, donc là-dedans aussi, effectivement, il va y avoir une forme d'accommodation. Dans les douleurs chroniques, dans le mutisme. Et ben justement, nous, on était en train d'essayer de travailler, de montrer que ça existe pour la schizophrénie aussi, évidemment, puisque la schizophrénie, c'est quand même une maladie qui s'installe à la maison et qui va toucher toute la famille. Et, euh, et on voit bien dans les faits que les gens nous relatent que ça existe pour eux, même si pour l'instant, il n'y a pas eu d'études qui l'ont validé. Concrètement, ça concerne quoi cette accommodation? C'est finalement tous les changements euh, que font les gens dans leur routine. C'est-à-dire, je vais changer de mode de vie. Euh, Tout à l'heure, les parents qui mangent à 15 heures, c'est typiquement ça. Je change de mode de vie, je change ma routine de vie. Donc, euh, donc voilà, et accepter des conditions de vie aussi non désirées. Je vais prendre un exemple dont on parlait ce midi en équipe. Une situation où un jeune homme, lui, ce qu'il veut, c'est rester à la maison, jouer aux jeux vidéo. Ses parents, lui souhaitent qu'il travaille, qu'il développe une autonomie, etc. Et la théorie, typiquement, c'est qu'on accepte des conditions de vie. On a un jeune homme à la maison, donc il doit avoir 24, 25 ans, un jeune homme à la maison qui se sert dans le frigo quand il veut, fait ce qu'il veut, choisit de rester dans sa chambre à jouer aux jeux vidéo. Et ça, il serait dans son appart. Moi, en fait, quelqu'un me dit, mon projet de vie, c'est de rester à la maison, jouer aux jeux vidéo. J'ai pas de problème avec ça, en fait. Ça me regarde, c'est sa vie, c'est pas la mienne. Mais par contre, s'il vit avec d'autres gens, les autres gens ont le droit de ne pas être d'accord avec ça chez eux. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental aussi, c'est qu'on a le droit de ne pas être d'accord avec ça. Euh, Typiquement, je vous donne une autre situation qui me sert d'exemple souvent dans le groupe que je fais avec les familles. C'est une situation où un monsieur donc, qui est concerné par la schizophrénie, mais avec très peu de symptômes, qui a la chance en fait que ses parents ils aient dans leur maison, il y a une petite dépendance qui lui sert d'appartement ou de petite maison secondaire pour lui. Un monsieur qui a une trentaine d'années. Euh, et ce monsieur, du coup, à la maison, donc il est nourri, logé, blanchi, tout va bien. Il vient, il met les pieds sous la table. C'est maman qui fait la maison, qui fait à manger tous les midis, tous les soirs. Et il engloutit son assiette avant. Voilà, je me permets de parler de cette situation parce que la maman nous en avait parlé librement devant le groupe. Et il engloutit son assiette avant tout le monde, puis il se lève et il s'en va. On est d'accord qu'il n'y a aucun symptôme de la schizophrénie qui fait qu'on est obligé de manger plus vite que les autres personnes. Soyons bien d'accord là-dessus. La schizophrénie ne fait pas manger avant tout le monde à table. Ce n'est pas du tout un symptôme d'une pathologie quelconque. Et du coup, là, c'est ça, on se retrouve avec des parents, finalement, qui acceptent des conditions de vie non désirées parce que ça leur plaît pas, ça leur satisfait pas de voir leur fils passer en coup de vent, manger vite fait et aller faire autre chose après. Euh, donc, c'est vraiment tous ces événements-là où on accepte des choses, finalement, qu'on n'a plus envie d'accepter. Et je me sers souvent du groupe aussi pour dire, mais vous avez le droit, en fait, de ne plus les accepter. Parce que des fois, quand on a un proche qui est concerné par un trouble psy, on a beaucoup d'abnégation et on va accepter beaucoup de choses, beaucoup de choses, en se disant il est malade,
je peux accepter ça. Et un truc qu'on essaie là où on essaie d'aider les familles, c'est finalement identifier qu'est-ce qui relève de la maladie et où il y a besoin d'aide, qu'est-ce qui relève finalement de mauvaises habitudes qui ont été prises à la maison et qui, du coup, viennent créer un fardeau vraiment important pour les aidants. Ce fardeau va faire que les aidants vont être de plus en plus mal, et on voit ce qui se passe, ça amène une communication critique à la maison. Donc on commence à se crier dessus, à avoir des conflits, à pas être d'accord sur pas mal de sujets. Ce qui, ça, pour le coup, est nuisible pour tout le monde, pour la santé mentale de l'ensemble de la famille. Et c'est là où on a un problème, finalement, de ces conditions de vie non désirées, de voir comment, finalement, on peut les changer, et aussi de vous dire, bah, vous avez le droit, des fois, d'en avoir marre, et d'être pas content de ce qui se passe à la maison. Euh, je pense que c'est important de le dire que vous, ok, on peut être, comment dire, on peut être excédé, on peut être énervé, on peut être agacé par ce qui se passe, par certaines choses qui se passent à la maison. Le deuxième chose qui se produit, c'est l'aide aux évitements. C'est-à-dire qu'on va contribuer à aider la personne à éviter l'émotion désagréable. Et ça, c'est plutôt un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce que ça paraît bienveillant, en fait. On a quelqu'un qui est stressé. Qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, reste à la maison. Je prends un autre exemple. Imaginons un monde dans lequel tout d'un coup, il y aurait une pandémie, vous voyez, un virus qui arrive et qui nous oblige à rester à la maison. Et on a tous peur parce qu'on ne sait pas trop ce qu'est ce virus. Euh, et là, vous avez la personne que vous aimez le plus dans votre entourage qui vous dit j'ai trop peur de ce virus. Est-ce que tu peux aller faire les courses à ma place? Moi, ça me fait trop flipper. Ok, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous aimez cette personne, vous y allez. Euh, vous y allez, cette personne, que ça fait à court terme, ça la soulage. Effectivement, elle s'expose pas à cette peur du virus. Bon, ça, c'est au début. Puis petit à petit, la personne vous dit j'ai toujours très peur de ce virus, j'aimerais que tu laves les courses quand tu rentres. Ok, bah là, vous vous mettez à laver les courses parce que toujours, vous les mettez très fort. Et puis petit à petit, elle vous dit, ouais, c'est pas suffisant, moi ça me fait toujours peur, etc. J'aimerais qu'en plus tu mettes des gants avant de toucher les courses, etc. Et ça continue comme ça, puis le virus, on se rend compte que bon, bah, ça va, on peut vivre avec, de toute façon il fera partie de la vie. Et puis, là, la personne vous dit, ouais, non, mais maintenant j'ai trop peur, je veux plus jamais aller faire les courses, on sait jamais, on peut choper des maladies, puis plus non plus prendre les transports, et puis plus non plus prendre d'autres choses. Et c'est comme ça, finalement, ça c'est de l'accommodation familiale où on va aider aux évitements et c'est comme ça que ça s'installe. Parce que qu'est-ce qui se passe? Plus j'évite l'émotion qui est désagréable, plus je vais devenir intolérant aux émotions désagréables, plus je vais avoir envie de les éviter et plus je vais avoir besoin d'aide pour les éviter. Et ça devient un cercle vicieux, en fait, c'est un truc qui se mord la queue, où plus je vais éviter, plus mes proches vont s'adapter, plus je vais être amené, être sensibilisé à ces émotions, plus je vais les éviter à nouveau, plus mes proches vont s'accommoder encore plus fort. Et à un moment, on ne sait plus comment faire autrement, parce qu'on est bloqué dans ce cercle vicieux, on a été pris au piège une fois qu'on a commencé, et ben on se retrouve bloqué dedans. Je ne sais pas si Nicolas, tu veux m'interrompre si tu as des questions pertinentes à ce moment-là, parce que je ne les ai pas sous les yeux. Oui, bah, dans les questions, effectivement, il y avait des choses autour de l'accommodation familiale et des symptômes négatifs. Donc, on est assez Mm. dans cette question-là. Et il y avait des choses, effectivement, tu as en partie répondu, mais sur les conséquences de l'accommodation sur la famille. Mais alors, c'était plus spécifique, il y avait à la fois une partie sur les parents et sur le reste de la fratrie. Ok, je les regarde en même temps, finalement, pour avoir un peu tout. Ok, et ben ce que je vous propose finalement, c'est que je vais un peu continuer. Euh, Sur les symptômes négatifs, j'y reviendrai un peu après. Et puis, je vais un peu continuer, ça répondra à certaines questions, je pense. Et puis après j'essaierai de répondre plus précisément. Et je n'arrive plus à avancer mes diapos. Voilà. Alors, la plus grosse conséquence de ça, c'est qu'en fait, ça empêche les nouveaux apprentissages. Si on prend la situation de Guillaume qui ne sort pas faire ses courses, euh, Guillaume, il sort pas faire ses courses, ça l'empêche d'apprendre qu'il est capable de faire ses courses, ça l'empêche d'apprendre qu'il est capable de gérer les étapes par rapport aux idées de persécution. Par exemple, il faut apprendre que les gens ne vont pas nous faire du mal. Et du coup, s'il sort pas, il risque pas de l'apprendre. Euh, donc, ça lui apprend profondément qu'il est quelqu'un
Guillaume qui n'est pas capable de sortir, qui n'est pas capable d'affronter le regard des autres, qui n'est pas capable d'aller dehors. Et à sa maman, ça lui apprend une chose. Sa mère, elle apprend que Guillaume, il n'est pas capable de faire ses courses. Donc, en fait, le proche lui-même apprend quelque chose sur l'autre. C'est qu'il est de moins en moins capable. Et on va de plus en plus croire qu'il n'est pas capable. Et plus on a des preuves qui vont dans le sens qu'il n'est pas capable, plus on va être obligé de faire à sa place. On va se sentir en tout cas obligé de faire à sa place. Et plus on fait la place de la personne, plus elle-même, elle va se dire, effectivement, je ne suis pas capable de faire ça. Et même, elle va peut-être le dire, bah, ça, j'y arriverai pas, il faut que tu le fasses à ma place. Et là, à nouveau, cercle vicieux d'apprentissage sur qu'est-ce que chacun est capable de faire et peut faire pour l'autre. Et ça nous donne ce modèle-là. Finalement, on a une détresse qui est liée au trouble. Je suis pas Guillaume, pas bien pour faire ses courses. J'ai une accommodation familiale, quelqu'un fait à ma place. À court terme, ça me soulage. Ouf, cette semaine, les courses c'est géré, j'ai pas à les faire. Et j'apprends que pour ma régulation émotionnelle, finalement, je suis dépendant de mes proches. Donc, je vais les utiliser pour réduire mes émotions. Ce qui va maintenir les symptômes à court terme, puisque je ne vais pas développer d'autres stratégies pour gérer mes émotions. En tout cas, peu d'autres stratégies pour gérer mes émotions. Et ça va maintenir les symptômes. C'est excessivement vrai dans tous les troubles anxieux, à savoir qu'il y a quand même souvent des troubles anxieux associés aux troubles psychiatriques sévères, donc à la bipolarité, à la schizophrénie. On a souvent des troubles anxieux qui sont associés, aux troubles de personnalité borderline aussi. Donc, ces troubles anxieux, finalement, vont pouvoir se maintenir et exister en partie, alors pas que grâce à l'accommodation familiale, mais grâce à tous les évitements. L'accommodation familiale, finalement, fait juste partie d'un évitement de l'émotion supplémentaire. Les conséquences, ça, vous le savez beaucoup mieux que moi, c'est la hausse du fardeau ressenti. Donc, dans les études scientifiques, quand on dit fardeau, c'est le terme pour étudier à quel point on a une espèce de charge mentale euh, pour les aidants. Donc, on sait qu'il y a une charge mentale très forte pour les aidants. Et qu'il est augmenté, plus il y a un niveau, on peut le mesurer, cette accommodation, et plus l'accommodation est forte, plus on a un haut niveau de fardeau. Fardeau qui pose un second problème, c'est qu'effectivement, plus on le vit, plus ça va baisser notre qualité de vie et le fonctionnement familial, et plus ça augmente les chances que les proches soient eux-mêmes, entre eux-mêmes, dans un trouble psy, donc particulièrement des troubles anxieux ou des troubles dépressifs, puisqu'à force de vivre ça, effectivement, ça nous fragilise. Troisième point, c'est que ça réduit l'efficacité des thérapies, en tout cas des interventions non pharmacologiques. Puisque vous voyez, si Guillaume n'y sort pas et que moi, je voudrais essayer de travailler à sortir avec lui, eh ben, je vais être bloqué tant qu'effectivement quelqu'un fera à sa place. J'ai besoin qu'en fait, Guillaume, il soit un petit peu en difficulté. J'ai besoin que quelqu'un ne fasse plus à sa place pour pouvoir en fait avoir une porte d'entrée. Euh, donc, je vous aviez déjà invité Nicolas Rintaud à Promesse, donc c'est mon collègue dans l'unité. Et Nicolas, il parle souvent de porte d'entrée pour les projets. Et en fait, nous, des fois, pour que des portes s'ouvrent, pour qu'on puisse proposer quelque chose aux personnes, il faut qu'un petit peu ils soient en difficulté pour avoir envie de changer. Il faut que Guillaume il soit un peu en galère avec ses courses pour qu'il ait envie de me demander, de dire, bah, vous pouvez m'aider à gérer mes voix pendant que j'entends des courses. Bah ouais, là, Guillaume, je peux t'aider. Et du coup, ça nous tombe bien, on a une bonne cible, c'est aller au supermarché et aller voir ce qui se passe avec les voix. Donc, typiquement, ça va être important de travailler en bonne alliance avec la famille. D'accord? Attention, je précise, je dis pas que la famille volontairement réduit l'efficacité des thérapies, hein, c'est pas du tout le propos. Euh, je pense que c'est important de le préciser. Et on a des choses qui vont maintenir ça et qui vont rentrer dans le cercle vicieux, particulièrement ce qu'on appelle le haut niveau d'émotions exprimées. Alors, les émotions exprimées, sur le papier, ça paraît bien d'exprimer ses émotions, mais dans la littérature scientifique, en fait, ça indique qu'on exprime trop les émotions critiques. Donc ça, c'est moins bien. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que euh, plus je suis obligé de m'accommoder, plus j'ai du fardeau, plus j'ai ce fardeau, plus je vais être critique. Plus on va y avoir de critiques, plus l'autre va se sentir incapable et plus il va être en demande d'accommodation. Donc ça se nourrit comme ça. Le deuxième truc, c'est les comportements coercitifs. Alors ça, parce que vous allez me dire, bah ouais, mais pas s'accommoder, c'est gentil de nous parler d'accommodation, mais comment on fait pour pas s'accommoder? Eh ben, je suis d'accord avec vous parce qu'il y a surtout un truc qui se passe, c'est que dans certaines familles, pas dans toutes, mais il y a des comportements de prise d'otage, c'est-à-dire des crises de larmes,
des crises de chantage, des tu me comprends pas, tu comprends pas ma pathologie, tu veux pas m'aider, etc. Je pense que ça parle à certaines familles, ce genre de choses. Et Oui, ça, mais certaines personnes qui parlent de peur de la rechute ou hmm, qu'il y ait une tentative de suicide, par exemple. c'est ça. Alors, on peut avoir des fois même des chantages au suicide ou la peur, là c'est ce que j'ai mis sur la diapo, croyance sur les conséquences de ne pas s'accommoder. Je me dis, ben, si je m'accommode pas, il va rechuter, ça va être l'enfer, ça va être ci, ça va être ça. Ce qui n'est pas complètement faux, hein. Mais c'est comment on peut lever ça et comment en fait on peut prendre, comment en fait là c'est le boulot normalement des équipes soignantes de prendre le relais là-dessus pour gérer l'autonomie, pour que les familles n'aient plus à s'accommoder. Moi, c'est mon credo, notre rôle. Pour moi, pour faire une psychiatrie personnalisée et de pointe, c'est de prendre le relais sur ces situations-là pour aider les gens à gagner en autonomie, pour que Guillaume il puisse se sentir fier d'aller faire ses courses et que sa mère puisse être contente de lui et dire ah, mais Guillaume, il est capable de faire ses courses, c'est super et j'ai plus peur pour lui. En fait, je sais qu'il est capable. Euh, c'est vraiment ça, je pense, c'est un but essentiel voilà, des équipes soignantes. Troisième chose qui va augmenter, c'est la détérioration du fonctionnement en vie socio-professionnelle. Donc concrètement, pour vous donner un exemple, c'est quelqu'un qui, par exemple, qui rentrerait dans les TOC et tout d'un coup, bah, le pire, c'est son généraliste lui dit bah, mettez-vous en arrêt de travail. Ça paraît sympa, mais c'est une grosse erreur. Parce que la personne, souvent les gens qui ont des TOC, je prends l'exemple du TOC parce que c'est assez un exemple qui peut facilement parler parce que c'est assez flagrant comme pathologie. On voit des comportements très spécifiques. Euh, et du coup, si la personne elle se met en arrêt maladie, elle va avoir encore plus de temps pour son TOC et en plus elle aura moins de motivation. Elle va se dire, bah, il y a plein de gens, ils se disent, bah, au boulot, il ne faut pas que je toque et tout ça, et ça va être une motivation finalement à affronter cette pathologie. Si je suis à la maison en arrêt de travail, eh ben, je risque de laisser le TOC prendre toute la place. Mais ça va être vrai pour pas mal de choses. Donc des fois, je ne dis pas que l'arrêt de travail est une mauvaise chose, mais il faut le limiter dans le temps. Pour des choses comme la dépression, pour les troubles anxieux. L'anxiété sociale, typiquement, pour les jeunes qui quittent l'école parce qu'ils se sentent en anxiété scolaire, le boulot aujourd'hui des équipes soignantes, c'est de faire retourner en cours le plus vite possible, en aidant, en aménageant, en donnant des stratégies de gestion émotionnelle, etc. Je dis pas comme ça parce qu'il va se reproduire la même chose si on remet le gamin en cours. Mais par contre, plus la personne va s'éloigner longtemps du fonctionnement habituel, de sa vie habituelle, plus ça va lui nuire et plus finalement on va être obligé de faire à sa place. Et ça va être un gros problème. Alors comment on gère ça? Bah déjà, il y a le problème de ses propres émotions. Parce que vous allez être d'accord que si je m'accommode pas, eh ben, je ressens des trucs en moi. Alors moi, ce que me disent les parents, souvent que je reçois, ils me disent, bah, on a l'impression d'être des mauvais parents. Pourtant, ils en savent pourtant, les familles que je vois, ils en font beaucoup, hein. Ils en font des tonnes. Puis des jours, ils craquent et ils refusent de faire un truc. Et ils se disent, bah, dans ces cas-là, on se sent coupable. On se dit, bah, on est des mauvais parents, on n'a pas bien fait. Après, ils se posent beaucoup de questions. Est-ce que c'est de notre faute si notre enfant est comme ça? Est-ce qu'on a mal fait quelque part, etc. Euh, non, moi je pense que c'est normal de se sentir coupable, mais c'est pas parce qu'on se sent coupable que c'est vrai qu'on est réellement coupable. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais oui, si j'aide pas mon fils à aller faire ses courses pour la 172e fois, je me sens peut-être coupable, mais en fait, vous êtes coupable de rien, de juste en avoir marre et vous avez le droit, en fait. Clairement le droit d'en avoir un petit peu marre à un moment. C'est pas un problème. Et c'est de réussir à dépasser cette émotion, parce que tant que j'ai cette émotion, et que je vais la suivre, je vais être un peu obligé de m'accommoder à cause d'elle. On va peut-être avoir de la tristesse, on va peut-être avoir de la frustration. Bon, je vous avais mis après. Aussi l'impression que, ça c'est le deuxième truc qu'on me dit le plus souvent, l'impression que sinon rien ne sera fait. Là, à nouveau, je reviens à cette idée des portes. Nous, en tout cas, dans notre équipe soignante, je dis ça quand il y a une équipe soignante qui peut prendre le relais, parce que quand il n'y en a pas, c'est plus compliqué. On dit aux gens, mais justement, s'il n'a pas fait ses papiers, là, laissez-le, faites pas à sa place, et nous, on sera là, et on va voir avec lui comment on gère ça. Mais le but, c'est effectivement d'oser aller se confronter à ce qu'il y a des choses qui marchent moins bien pour pouvoir avoir une porte, pour pouvoir faire du changement, proposer du changement.
On a aussi peur d'augmenter le stress. Oui, ça augmente le stress à court terme de ne pas s'accommoder, mais ça le diminue à long terme puisque ça va permettre à la personne de se confronter. Bien sûr, on ne le fait pas sans prévenir. On ne fait pas d'un coup du jour au lendemain, ah, j'arrête ça. Je t'en parlerai un petit peu après comment ce qu'on peut faire. Je précise aussi que selon certaines études, ce serait même logique parce que notre cerveau, il est quand même fait pour aider nos enfants. Parce qu'un enfant humain, tout petit, il lui faut plusieurs années avant d'être autonome. Et c'est assez normal, en fait, que notre cerveau, il nous mette la pression pour qu'on aide notre enfant. Seulement, c'est valable tant que l'enfant est enfant. Ça l'est moins, en fait, ce réflexe, il n'a pas pu disparaître, puisque des fois, à cause d'un trouble psy, la personne n'a pas pu prendre vraiment son envol, devenir vraiment adulte, et du coup, vous en tant que parent, vous n'avez pas pu vous détacher finalement de ces émotions-là. Il n'y a pas pu avoir de changement, de bascule. Là, ce qu'on me dit souvent, c'est oui, bah, d'accord, on le laisse faire. Mais dans les faits, eh ben, je constate bien qu'il ne peut pas tout faire. Je vois bien qu'il n'arrivera pas à tout faire. Et là, c'est aussi un moment de dire, oui, la pathologie, des pathologies comme la schizophrénie, la bipolarité, le trouble borderline, ou même une grosse anxiété sociale sévère, ou même un TOC sévère, euh, c'est quand même une sacrée maladie très impactante, et bien sûr que ça nuit aux capacités de la personne sur le coup. C'est évident, on ne peut pas dire que ça va coûter moins d'énergie. Il y a une question sur les symptômes négatifs. Avec des symptômes négatifs, évidemment, c'est beaucoup plus dur, tout paraît plus coûteux. Et là, il faut repenser à comment ça marche un être humain. Pour faire une action, je vais vulgariser vachement, mais pour faire une action, on imagine que dans la journée, vous avez 10 points d'énergie disponibles. Et que quand vous faites une action, votre cerveau, il compte combien ça vous coûte et combien ça vous rapporte. À quel point est-ce que ça vaut le coup de dépenser de l'énergie pour cette action? Et la maladie, mais pas que, les neuroleptiques aussi, qui sont des sédatifs quand même assez importants, euh, vont me donner l'impression qu'une action qui est simple pour quelqu'un, peut-être faire la vaisselle, pour moi, ça coûte 0,5 point. Mais quand on a une schizophrénie et qu'on a des traitements sédatifs, faire la vaisselle, ça coûte 6 points. 6 points pour faire la vaisselle alors que j'en ai 10 pour la journée, ça vaut pas le coup. Vous voyez, je vais pas les dépenser. Et en fait, c'est pas de la flemme, c'est pas de la non-motivation, c'est juste que dans le cerveau de la personne, c'est plus logique de ne pas faire la vaisselle à ce moment-là. Et en fait, ils ont raison du coup de ne pas la faire parce que le calcul est juste du point de vue de ce que eux ils ressentent. Donc c'est comment on fait pour changer cette balance, ce calcul. Ça va être des choses d'essayer de décomposer en petites tâches au maximum. Faire un petit bout plutôt que de faire, et ça demande beaucoup de patience, mais plutôt que de faire à la tâche, de faire à la place, de faire la tâche à la place, euh, c'est de décomposer en tâches qui coûteraient moins de points d'énergie. Donc décomposer à des petites choses qu'on peut faire ensemble. Pour vous donner un exemple, une fois on avait travaillé avec une jeune femme, parce qu'elle justement j'ai pris l'exemple de la vaisselle parce que c'était pour qu'elle fasse sa vaisselle elle venait d'avoir son petit appart, un petit studio toute seule, et la vaisselle s'empilait. Et du coup, ça va paraître ridicule, mais en fait on a commencé à bosser parce qu'à chaque fois qu'elle mange, elle lave juste la fourchette. Et ça, elle pouvait le faire. Elle s'est rendue compte que laver la fourchette, ça lui coûtait peu. Alors elle s'est mise à dire, bah, ouais, je peux laver le couteau avec, franchement, ça coûte pas beaucoup plus. Puis une fois que c'était automatisé, que ça lui paraissait peu coûteux de laver ses couverts, elle s'est dit, bah, je peux aussi laver l'assiette. Euh, et petit à petit, son cerveau, il s'est mis à quelque chose qui coûtait 6 points d'énergie. À force d'être automatisé, elle s'est dit, bah, ça vaut plus que 2 points, 1 point, et ainsi de suite. Donc ça vaut le coup de faire ensemble plutôt qu'à la place d'eux. Par exemple, pour la maman de Guillaume, typiquement, le but, c'était de dire, nous, on va prendre le relais, mais pour la prochaine fois, peut-être vous pouvez proposer à Guillaume de venir avec vous. Parce que vous lui faites ses courses. Mais en plus, pendant ce temps-là, il reste quand même à la maison à attendre que vous lui rameniez. Donc peut-être qu'il pourrait venir les faire avec vous et peut-être qu'il pourrait payer aussi ses courses au passage. Ça peut être des choses voilà, à envisager. C'est ce que j'ai marqué. Après, on peut faire des choses comme décomposer, je fais les courses avec, puis j'attends devant le magasin, puis après j'attends dans la voiture, puis après je lui propose juste d'être au téléphone. C'est des choses que nous, on a déjà fait avec des gens petit à petit. On décompose, on s'éloigne de plus en plus pour permettre de gagner en autonomie.
Là, à nouveau, vous allez pouvoir me dire, OK, ça va jusque-là? Tu peux me dire, Nicolas, s'il y a des questions. Bah, il y a quelques remarques, il y a des gens qui ont l'air de dire qu'ils sont d'accord, que les situations leur parlent. Il y a aussi des Ah, retours comme quoi il y a quand même beaucoup de familles où il n'y a pas d'équipe hein, de soignants ou de réhab, qui se retrouvent confrontés en direct avec ouais, ce mode de fonctionnement. je pense que c'est un sujet qu'on abordera après parce que effectivement, euh, bah, c'est là où des webinaires comme celui-là et du militantisme vont être nécessaires. Voilà, oui, je demandais où ça en était parce que d'habitude, c'est vrai que j'ai l'habitude de faire cette présentation en face à face avec des gens et j'ai des échanges directs avec les gens. Alors là, ça me fait un peu bizarre de parler tout seul face à mon écran. C'est pour ça que je demande un peu où ça en est. Euh, donc là, à nouveau, on va me dire, c'est sympa de dire tout ça, mais on a ce truc dont j'ai parlé un peu tout à l'heure, ces comportements coercitifs. Euh, Mon proche, il pète des câbles. Il met des coups de poing dans les murs. Il fait une crise, un chantage. Tu me comprends pas. C'est pas possible. T'as rien compris à comment je suis. Tu veux pas m'aider. Tu m'aides pas. Tu m'aimes pas. Vous êtes des parents pourris. C'est de votre faute, etc., etc. Alors là, attention. Sur le coup, ça c'est très énervant d'entendre ça et ça blesse beaucoup. Et à la fois, un truc que je dis beaucoup aux familles à ces moments-là, c'est pas votre proche, c'est pas votre enfant, c'est pas votre frère, c'est pas votre conjoint, votre conjointe ou votre sœur qui parle. Euh, c'est la pathologie en fait qui parle. Parce que la pathologie, elle veut très très pour rester bien là où elle veut que ça continue à se passer comme ça. Le trouble anxieux, la schizophrénie, c'est des pathologies qui veulent finalement, si on les personnalisait, elles ont intérêt à ce que ça reste comme ça. Et à ce moment-là, cette crise finalement, c'est le seul outil qu'a la personne. Parce que tout ce qu'elle a appris, c'est que pour gérer son angoisse, elle est dépendante des autres. Si tout d'un coup les autres se retirent, bah, ça fait flipper. Et du coup, bah, on utilise les outils qu'on a pour essayer de forcer les autres à s'accommoder. Et ça va être ces comportements coercitifs. Et qui, ça, sont beaucoup plus compliqués parce qu'avec quelqu'un avec qui on peut discuter facilement l'accommodation, on peut éventuellement en parler, commencer à faire des petits changements ensemble. Pour quelqu'un qui est un peu plus fermé à la discussion, c'est vite un peu compliqué parce que si vous arrêtez de faire certaines choses, il y aura ces comportements qui vont apparaître. Ça, c'est un gros challenge. Pourquoi? Parce qu'en fait, jusque-là, quand on étudiait l'accommodation familiale, dans les études, alors on a commencé à étudier ça à partir de 1995, donc vous voyez, c'est pas récent, mais c'est pas si vieux que ça aussi comme sujet d'étude. Euh, Et ça a mis un peu de temps, et finalement, les études qui ont commencé à parler des comportements coercitifs, à se rendre compte qu'il y avait une notion des fois de contrainte, de menace euh, à faire ces comportements d'accommodation, c'est arrivé qu'à partir de 2015. Et c'est seulement là, en ce moment, qu'il commence à y avoir quelques publications scientifiques sur ce sujet où on commence à proposer des prises en charge de ces comportements coercitifs. C'est très, très récent. Et en plus, c'est surtout étudié chez les enfants et peu chez l'adulte parce que c'est devenu flagrant chez l'enfant, les enfants qui font des crises de colère, etc. Et là, comment faire? Bah, théoriquement, finalement, on va devoir travailler ensemble, euh, en accord avec la personne. C'est pour ça que là, l'important qu'il y ait un thérapeute. À l'heure actuelle, dans les TCC, il y a une vague qui essaye d'augmenter l'intégration des familles au TCC et du coup de travailler avec eux pour lever en fait ces comportements coercitifs. Alors juste, je précise, en général, quand on en parle après la crise, la personne qui a eu ce comportement se sent pas fière d'elle, hein. Très clairement, comme j'ai dit, c'est la maladie qui parle, c'est pas ce qu'elle veut elle. Elle n'a pas envie de faire des crises à la maison, dans 99,9% des cas en tout cas. Euh, mais du coup, c'est de pouvoir, ça peut donner une cible, dire, bah voilà ce qui se passe à la maison, est-ce que vous êtes d'accord qu'on travaille ça ensemble en famille et qu'on essaye de voir comment on peut agir sur la prochaine situation qui va se produire, comment on pourrait faire différemment et comment on va prévenir finalement. En gros, en thérapie, on va prendre avec la famille, avec la personne, quel est le comportement qui pose problème, préparer quand ça va se passer la prochaine fois, préparer la réponse de chacun à ce moment-là, etc. Ah, ça prend du temps et ça demande effectivement qu'un thérapeute puisse faire ça et être là dans la boucle pour faire ça.
mais on va essayer d'aider à gérer avec plusieurs études qui ont montré que finalement, intégrer les proches dans les TCC, c'était quelque chose d'important. Les TCC aujourd'hui, c'est des thérapies qui ont beaucoup évolué, qui changent chaque année. Il y a des nouvelles choses, il y en a plein, il y en a des dizaines de différentes. Donc, c'est des thérapies très larges. Il y en a sur plein de sujets, il y a plein de techniques différentes. Mais chez l'adulte, il faut avouer qu'en France, on était assez nul pour intégrer les familles. Et j'étends ça à la psychiatrie adulte. La psychiatrie adulte est assez nulle pour intégrer les familles. Euh, il y a des progrès. On voit des unités aidants qui apparaissent de plus en plus. Et c'est chouette de voir que ça apparaît, mais on voit justement des proches aidants aussi. Enfin, il y a des proches pères aidants qui apparaissent, mais c'est encore très insuffisant. Toujours est-il qu'en tout cas, les données scientifiques nous invitent à intégrer les proches aux thérapies le plus souvent possible. Donc c'est quelque chose pour lequel j'essaie d'informer au maximum au cours de congrès, de formations, d'ateliers, etc. euh, mes collègues qui travaillent en psychiatrie pour qu'ils puissent commencer à faire participer les familles et que ce ne soit pas juste des fois des thérapies avec juste la personne. Alors, on ne dit pas à chaque séance, on ne dit pas une thérapie familiale forcément, on ne dit pas qu'il faut venir à chaque séance, mais à quelques séances pour des points clés et faire avancer certaines choses. C'est important, surtout que le regard des familles, des fois, nous, on l'a pas. En tant que soignant, on a le point de vue de la personne, mais on ne sait pas toujours ce qui se passe à la maison, puis la personne ne nous dit pas forcément, des fois par honte ou par gêne, ou parce qu'elle ne voit pas le problème, ne nous dit pas ce qui se passe à la maison, et du coup, d'avoir le point de vue des familles, c'est très aidant pour pouvoir faire avancer un petit peu les choses. Ce qui est préconisé, effectivement, c'est d'aider les familles à mieux connaître les troubles. Ça fait quelques années qu'on essaye de le faire. C'est aussi d'informer les familles sur cette accommodation, donner des techniques de communication plus précises pour voir comment on peut dire les choses, comment je peux dire que je vais arrêter de faire telle chose, euh, et aussi savoir un peu et inclure les proches pour nous aider à évaluer ce niveau d'accommodation. Là, j'avais à peu près fini mes diapos. J'ai pas ajouté, je vais habituellement, c'est quelque chose que je dis plutôt sans diapo. Je vais les virer d'ailleurs, je vais virer le partage d'écran pour voir le, la discussion. Euh, les phrases qu'on peut dire, en fait, c'est plutôt que dire tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, etc. C'est pouvoir dire, et une phrase en fait qui est très simple, c'est pouvoir souvent dire euh, écoute, là, cette chose-là, ça commence à faire trop pour moi. Trop de fois que je le gère à ta place et ça commence à être difficile. Euh, mais je te crois capable de surmonter ça. Donc j'aimerais qu'on voit ensemble comment tu pourrais réussir à petit faire ça seul. Et je sais que ça va te stresser, mais ça va te stresser parce que c'est quelque chose de nouveau en fait que tu vas faire. Et c'est du coup c'est normal que ça te stresse. Mais je te crois profondément capable de le faire et je serai là pour te soutenir à le faire. Voilà, c'est plutôt de la renforcement, de l'encouragement, mais avec un truc qui est ferme, qui est de dire moi je souhaite plus le faire, quelque chose qui est explicité et qu'il faut qu'il aille dans les faits après, euh, petit à petit. Ça, c'est une des choses à faire. C'est pas facile, hein, mais c'est s'affirmer et proposer de l'aide, mais pas de l'aide à faire à la place d'eux, de l'aide à devenir autonome. Euh, voilà. Sur la présentation théorique, je vais m'arrêter là. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions, donc je vais peut-être déjà prendre les questions que vous aviez préparées à l'avance, et puis après voir un petit peu selon le chat. Ouais, alors, effectivement, Tu coupes un peu, Nicolas. il y avait pas mal de questions qu'on avait déjà reçues, qui a reçu déjà une réponse. Tu m'entends? Oui, oui, c'est bon, mais Je c'est des disais, fois un dans peu la haché. présentation que tu as d'accord, je vais faire au mieux. Sinon, Pascal, tu pourras essayer de prendre le relais. Donc, je disais, dans la présentation que tu as fait, tu évoques beaucoup surtout les parents parmi les aidants, mais or, dans Pro-Famille et dans les questions qu'on a eues,
Et dans Promesse, des fois, la question des fratries aussi est souvent posée. Donc, l'accommodation familiale, déjà, quelles conséquences ça peut avoir sur la fratrie aussi, et comment est-ce que c'est possible de prendre en compte cette dimension d'accommodation familiale, pas juste les parents et la personne malade, mais en prenant plus largement l'ensemble de la famille. En fait, on travaille aussi, je pense souvent les parents, c'est vrai que c'est souvent de là où on a le plus question, c'est le plus gros public souvent par rapport à quand on parle d'accommodation familiale, mais pour les frères et sœurs, c'est exactement pareil. C'est de voir est-ce qu'ils sont pas mis à faire des choses à la place d'eux. Euh, Clairement, on va avoir nous, ce que des frères et sœurs ont pu nous décrire, c'est qu'aussi les parents, du coup, passent beaucoup de temps à s'accommoder de la personne, effectivement, qui est en souffrance. Et du coup, eux, ils se sentent un peu délaissés. Euh, Il y a de la faute de personne. Dans ces cas-là, c'est factuel, hein, c'est de fait. Si on passe beaucoup de temps à aider quelqu'un qui est en difficulté, il y a un peu moins de temps pour les autres. Donc, c'est voir comment on peut dégager cette accommodation pour refaire gagner du temps aux relations familiales entre les autres membres de la famille. Ça, c'est important, sachant que les études montrent que les frères et sœurs, en fait, sont quasiment tout autant impliqués dans l'accommodation quand ils vivent au même domicile. C'est pas le cas, évidemment, quand ils sont partis vivre leur vie et qu'ils sont éloignés, c'est moins le cas. Mais quand ils sont dans le même domicile, de fait, ils se retrouvent impliqués, hein, carrément. Ils vont faire attention à pas stresser le frère ou la sœur, ils vont faire attention ou ils vont se mettre intuitivement à penser à faire des choses à la place, euh, etc. Donc, pour les frères et sœurs, nous, je sais que dans notre groupe, on les reçoit volontiers aussi. On ne soit pas que les parents, on soit frères, sœurs et conjoints, conjointes qui sont aussi très impliqués. Parce que conjoints, conjointes, très clairement, moi, j'ai reçu une situation hier encore où j'ai reçu un couple parce que la jeune femme est très impliquée pour faire à la place de son compagnon. Et ça prend énormément de place dans sa vie. C'est sûr que clairement, ça diminue la qualité de vie de toute la famille. Ça, il y a pas de doute là-dessus. Ok. Alors, on avait aussi une question sur est-ce que c'est que la famille qui s'accommode? Et oui, alors ça, c'est un sujet que je m'étais mis un petit peu de côté. Euh, j'ai enlevé, parce que des fois, j'ai des diapos là-dessus, donc pour parler de l'accommodation soignante. Très clairement, aujourd'hui, il y a énormément en France de soignants qui s'accommodent. Euh, ouais, je vais prendre un exemple très simple, mais l'autre jour, on m'a dit, oui, mais si on ne fait pas les visites régulières, moi, je ne suis pas partisan des visites régulières juste pour aller checker, voir si la personne elle a des symptômes ou pas. Je pense que notre boulot en psychiatrie, c'est d'aider les gens à être autonomes et à savoir gérer leur pathologie. On doit être plus proactif vers ça que surveiller s'il y a du symptôme ou pas. Et on m'a dit, oui, mais si on ne va plus voir la personne, si on ne rend plus des visites, elle est stressée. Du coup, on continue à lui rendre des visites en tant que soignant de CMP pour qu'elle ne soit plus stressée. Pour moi, c'est un échec en fait. Si la personne, quand on la laisse, elle n'arrive pas à gérer, c'est que nous, on ne lui a pas donné les outils pour être autonome en fait. C'est que la psychiatrie s'est foirée, très clairement. Euh, et du coup, il y a vraiment une accommodation des soignants qui viennent pour rassurer, mais qui oublient d'aider la personne à justement se confronter, développer des compétences d'autonomie, développer des compétences de gestion de ses symptômes, de sa maladie, et surtout développer une vie qui soit riche de sens. Parce que pendant qu'on passe du temps à aller voir quelqu'un à domicile pour voir s'il n'a pas de symptômes, on n'est pas en train de travailler sur son projet pro, son projet de se réintégrer à la société. En fait, tous les piliers du rétablissement, être intégré à la communauté, voir du sens à ce qu'on fait, du sens à la vie. Euh, Peut-être, je sais pas, chercher des relations, enfin, faire des rencontres pour avoir des relations amoureuses, etc. C'est vers ça qu'on doit aider les gens. C'est pas savoir s'ils ont des symptômes ou pas et passer chez eux pour vérifier. Et donc, oui, oui, il y a une accommodation très forte des soignants parce que les soignants sont eux-mêmes flippés que les gens vivent de l'anxiété. Alors qu'au contraire, le meilleur moyen d'être à l'aise avec son anxiété, c'est de s'y confronter, d'être OK avec. En fait, c'est pas grave d'avoir de l'anxiété. Euh, et des gens qui auraient des vulnérabilités, c'est justement des gens qu'il faut aider à être encore plus balèzes finalement sur leurs émotions, plus forts, plus costauds
pour les gérer. Donc voilà, ça je pourrais en parler des heures, l'accommodation soignante, ces exemples, il y en a plein. Il y en a plein, plein, plein. Mais quand on fait venir 10 ans quelqu'un au groupe Mandala pour qu'il s'occupe à l'hôpital de jour, pourquoi on n'a pas aidé cette personne à, si elle aime faire du mandala ou des dessins, à aller faire ça en dehors en fait d'un hôpital, plutôt dans la vraie vie, dans des associations qui font du dessin ou je sais pas, des choses comme ça. Et là, c'est du temps, enfin c'est du temps perdu et de l'accommodation parce qu'on n'aide pas à développer une autonomie. Ouais, et il y avait, alors toujours sur ce thème-là, une personne qui avait demandé aussi, est-ce qu'il y a de l'accommodation de la part de la personne malade envers ses aidants? De la personne malade envers ses aidants. Ouais. L'idée, en répondant à cette question-là, je pense que ce serait aussi de pouvoir bien délimiter les limites de ce concept-là. En fait, non, non, c'est plutôt, effectivement, on va plutôt parler des gens qui font quelque chose pour que la personne en souffrance soit moins en détresse. Par contre, de fait, l'autre va changer son comportement. La personne en détresse, la personne qui a le trouble, va changer son comportement. Lié au changement de comportement, ça va faire bien sûr que tout va s'agencer. Mais on ne va pas appeler ça accommodation à ce moment-là. Effectivement, l'accommodation, c'est de ceux qui n'ont pas le trouble, qui essayent d'aider celui qui a le trouble. Il y avait aussi des questions sur l'accommodation. Est-ce que c'est un renoncement? Est-ce que c'est une adaptation, une révision à la baisse de nos attentes, voire un changement de nos valeurs? Moi, finalement, l'accommodation, à la base, on le voit, c'est juste, comme je vous ai pris cet exemple avec le virus, je commence, j'aime la personne et je l'aide, en fait, quand elle est pas bien, c'est juste instinctif, en fait, on aide les gens à, on aide les gens qu'on aime, tout simplement, en fait. Je crois que c'est vraiment ça, on est un petit peu obligé. à- Et à la fin, ça finit de fait par faire qu'on révise nos ambitions pour notre proche à la baisse, parce que à cause de cette accommodation, on finit par apprendre pour elle. euh, on finit à apprendre d'elle qu'elle n'est pas capable ou qu'elle ne va pas y arriver. Et du coup, on finit par avoir une image plus dégradée de la personne. Mais je ne crois pas qu'à la base, il y ait un renoncement ou un... Non, non, à la base, franchement, l'accommodation, c'est vraiment le truc qu'on ne peut pas s'empêcher de faire parce qu'on est bienveillant. Nous tous, si quelqu'un, on voit quelqu'un qu'on aime en difficulté, bien sûr qu'on va essayer de l'aider. C'est le premier truc que je fais. Si j'ai un ami ou une amie qui est pas bien, je vais lui dire ça va aller, t'inquiète, est-ce que tu veux, je peux t'aider? On le fait, c'est normal en fait. Et c'est bien de le faire. D'ailleurs, je vais peut-être préciser cette dimension. Un petit peu d'accommodation, c'est pas mal, hein. C'est normal de s'adapter un petit peu. Il y a l'arrivée d'une maladie dans la famille. Il faut quand même s'adapter un petit peu. On peut pas dire on change rien, on fait comme si de rien s'était passé. C'est évident qu'il y a un besoin de faire un petit peu euh, quelque chose, quoi. Mais Bah, Juste justement, pour, ça fait la transition avec une autre des questions qui revenait souvent, c'était un petit peu comment essayer de trouver l'équilibre entre trop pousser ou trop protéger. une question, c'est une question, c'est réidentifier qu'est-ce qui appartient. Je pense que la question, elle est, qu'est-ce qui appartient à la maladie ou pas? À quel moment, de fait, finalement, la maladie, elle empêche. Alors, c'est un frein, c'est une difficulté, mais il y a plein de choses. Je l'ai vu depuis des années en accommodant plein de gens, donc surtout des gens qui avaient des diagnostics de schizophrénie. Les gens sont capables de choses, de plein, plein de choses, malgré la présence de la pathologie. Euh, Finalement, je sais pas comment formuler mon propos, mais c'est qu'est-ce qui... Je réfléchis à ma réponse. Mais ouais, il va y avoir l'idée, est-ce que vraiment la personne n'est pas capable? Est-ce qu'on peut essayer? Est-ce que c'est franchement impossible là? Est-ce que ça demande par exemple, en termes d'exemple, quelqu'un qui dit, voilà, avec mes traitements, j'ai besoin de plus de sommeil, lui dire, ah bah non, on ne te laisse pas dormir plus de 8 heures. Bah, de fait, le traitement, ça fait dormir et il y a des gens qui ont besoin d'un peu plus de sommeil. Et clairement, là, c'est plutôt sympa de dire, bah, ok, on te laisse dormir, on va pas aller t'embêter avec ça.
Par contre, si c'est effectivement, oui, j'ai faim à 5 heures du matin, j'ouvre le frigo, je le plie à moitié et, euh, et je laisse le bordel dans la cuisine, ah, ça, c'est pas la schizophrénie, hein. Enfin, très clairement, là, c'est se dire, non, là, c'est des règles de vie en communauté. Euh, Là, la pathologie n'y est pour rien, c'est de réussir à différencier qu'est-ce qui appartient vraiment à la pathologie et ses conséquences et où ça prendra du temps, que ça évolue dans un sens plus positif, et où est-ce que c'est finalement, j'ai vu des commentaires qui disent, bah, des fois, mon fils ou ma fille en abuse un petit peu. Ah, il y a un peu de ça. Et non, n'hésite pas à le pointer aux gens, de pas les accuser, mais c'est de dire, bon, vous abusez un petit peu là, de vos parents, ils sont bien sympas, vous en profitez un peu. Et franchement, la plupart du temps, les gens nous disent, oh, ouais, c'est vrai que j'en abuse un petit peu. Ils sont assez honnêtes avec ça, hein. Euh, donc, euh, donc ouais, et ça permet de le travailler, de dire, bah, ok, on va peut-être, du coup, ça, on va peut-être arrêter dans la mesure du possible. Mais vraiment, ouais, le conseil que je peux dire, c'est maladie, pas maladie. C'est déjà se poser cette question-là. Si c'est pas le trouble, ça vaut le coup de se poser la question de est-ce qu'on est obligé de le faire. Et une deuxième question à se poser, c'est qu'est-ce que j'accepte chez moi, qu'est-ce que j'accepte pas. S'il se passe des choses à la maison que j'accepte pas, que je veux pas accepter, ça veut dire que c'est un point important à travailler parce qu'il va beaucoup vous nuire. S'il se passe quelque chose chez vous, que vous ne voulez pas, c'est clair que ça va vous nuire terriblement. Et donc ça va être compliqué. Là, je vois la dernière question qui vient arriver, et Sylvie Sol, ça me permet de rebondir sur un autre truc. Euh, Par exemple, une jeune femme qui vivait seule, et c'était un peu le bordel chez elle, mais rien de plus. Enfin, rien d'excessif. Il y a plein de gens chez qui c'est le bordel et qui n'ont pas de troubles psychiques, hein, très clairement. Et sa maman passait régulièrement et disait, ah, faut que tu fasses le ménage. Et du coup, elle venait et puis elle faisait le ménage. Et là, on a dit à sa mère, ça, arrêtez, quoi. Enfin, là, pour le coup, c'est une forme d'accommodation, mais qui en plus, euh, c'est dire, en fait, c'est à la personne de gérer elle-même, et si elle a envie de vivre dans son bordel, ça la regarde, en fait. Euh, on n'est pas obligé d'aller faire le ménage euh, parce que de fait, on le ferait pas, parce que la jeune femme, elle a quand même 30 ans, je pense que des parents ne vont pas faire le ménage chez leurs enfants de 30 ans qui n'ont pas de troubles psy, et alors que moi, j'ai plein d'amis, enfin, qui ont plus la quarantaine d'ailleurs, chez qui, parfois, c'est le bordel, en fait, hein, très clairement, et leurs parents viennent pas faire le ménage. Donc voilà, c'est ces trucs-là aussi, c'est de dire, il y a des trucs, c'est mon envie, moi j'aimerais que pour lui ce soit mieux, mais c'est pas, je pense que c'est pas le combat majeur. Le combat majeur, il doit être vraiment sur les trucs qui empêchent d'acquérir de l'autonomie. Voilà, que ce soit le bordel à la maison, finalement, c'est pas le plus grave. Juste pour réagir, on a quand même pas mal de retours aussi sur les situations où la pathologie est présente dans la non-gestion du quotidien, l'appartement qui devient complètement, qui est dégradé, Mm. etc. Dans les ateliers et dans les interventions, on a souvent ce retour. Donc là, bah, comment s'y prendre? Bah, là, c'est le grand problème, c'est que j'aimerais vous donner une réponse et vous dire comment on peut faire. Alors, comment on peut faire d'un point de vue théorique, je l'ai. Comment vous pouvez faire quand il n'y a pas les outils présents dans votre secteur? C'est ça le problème, parce que sur des choses comme ça, effectivement, nous, très clairement, notre unité, on prend toujours le relais. Sur ces choses-là, c'est notre boulot de prendre le relais et de dire, OK, on voit qu'il y a un problème à domicile, on va aller en parler avec... Alors nous, on travaille que sur la demande de la personne, mais on va essayer d'amener une porte, dire, bah, vous voyez, vous avez envie d'avoir plus d'amis ou d'avoir une copine ou un copain, bah là, vu l'état de l'appart, ça va être un peu compliqué d'inviter quelqu'un. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas travailler là-dessus? Qu'est-ce que vous en pensez? Et pour ça, ben, on a les collègues neuropsychologues qui travaillent sur le domicile et avec la famille pour aider finalement à gérer les difficultés d'organisation à domicile avec plein d'outils spécifiques. Mais encore faut-il avoir un neuropsychologue à disposition. Je suis d'accord, le bordel, oui, l'incurie, c'est un problème, voilà, dans les commentaires. Effectivement, c'est un deuxième problème. Donc ça va être si l'incurie est à domicile, à nouveau, c'est qu'est-ce que je tolère pas? Bah, j'accepte pas que dire à son fils, j'accepte pas que tu te balades pendant une semaine sans te laver, tu sens franchement mauvais.
c'est pas quelque chose qui nous convient. Donc, comment on peut faire pour résoudre ce problème-là? Euh, voilà, parce que moi, ça va plus m'aller. Mais après, si lui, il vous dit, bah, je t'emmerde et je fais ce que je veux, là, sans aide de médiation par des professionnels, je trouve que c'est très compliqué, en fait. Je trouve que c'est très compliqué. Et là, ça m'amène à ce propos, c'est qu'aujourd'hui, bah, hélas, on est encore à devoir dire aux familles, bah, il va falloir encore se battre pour obtenir des choses, pour obtenir de l'aide sur sur ces sujets-là. Euh, Se battre, voilà, que les soignants que des soignants se battent pour améliorer les choses, que les familles se battent pour améliorer les choses et que les usagers de la psychiatrie se battent pour améliorer les choses. Parce que, euh, parce que clairement, il n'y a pas de solution. Tout ce que je peux vous dire, c'est sur les combats perdus d'avance, bah, vous mettez pas, franchement, allez pas vous prendre la tête en fait et à vous mettre mal et à vous dire je vais insister. Si vous voyez que le ton monte et que ça va partir dans un débat, je pense qu'il faut arrêter tout de suite en fait. Dès lors qu'on rentre dans l'argumentation, on va perdre. Vous allez vous énerver, ça va vous coûter de l'énergie et de la fatigue. Et vous avez déjà vu deux personnes argumenter et qu'il y en ait un à la fin, ils disent ah oui, oui, tu m'as convaincu, c'est sûr, ça y est, je change. Ah, ça se produit pas, ça. Donc l'idée, c'est de pouvoir en parler dans des moments, peut-être pas dans le moment où on constate, on voit le truc, ça nous dérange, on prend sur nous, on souffle un coup, et on en reparle un peu plus tard, dans un moment plus calme et plus posé, et dire vraiment, moi je prends en toi sur le fait de pouvoir changer un peu ça, puis moi ce serait vraiment super pour moi. En fait, dire ce que ça vous fait comme émotion. Ce serait super si tu prenais un peu plus de douche, ce serait vraiment plus agréable pour toute la famille, et on te remercierait de le faire. Euh, des choses en fait où vous exprimez votre émotion à vous et pas quand même t'as l'air crade et ça le fait pas, tu vas te taper la honte. Plutôt vraiment dans le sens de son émotion à soi. Moi je serais content pour toi, ça me ferait plaisir et je serais mieux en fait si tu prenais plus de douche. Euh, je pense que voilà, c'est ces formulations-là, c'est des formulations en fait issues de l'affirmation de soi qui fonctionnent un peu mieux, mais ça ne veut pas dire que c'est un remède où d'un coup on va dire ça et la personne va changer. Ce serait pas vrai. Mais si vous limitez les conflits, franchement, quand vous voyez que ça va aller en conflit, extrayez-vous de la situation. Voilà, ça c'est le conseil qu'on peut donner. Si on sent que ça monte, on s'extrait. Parce que souvent, les conflits, ça provoque l'effet inverse, où la personne va entrer un peu dans la provocation et augmenter le comportement problématique. Et ça, on n'a pas trop envie. Donc, soufflez un coup, puis il y a des combats qui seront un peu perdus d'avance, effectivement. Donc, il faut essayer de cibler un truc après l'autre qui est important pour vous. J'aimerais vous donner, enfin, en fait, j'ai envie de vous dire plein de trucs, de vous dire ce qu'on peut faire concrètement, mais là, juste en conseil de base, s'il y avait un truc magique, on vous l'aurait déjà dit, très clairement. Donc voilà. Donc j'aimerais vous dire, on peut faire mieux, mais je pense que vous faites déjà super bien et qu'en fait, il y a un moment, on a besoin d'aide en fait pour avancer. Très clairement, on a besoin que des professionnels viennent nous proposer des interventions. C'est pour ça qu'on essaie de diffuser celle-là sur l'accommodation familiale. Ce qu'on fait dans notre équipe, on essaie de le diffuser pour que petit à petit, ça infuse et que ce soit des interventions qui puissent être proposées un peu partout en France. Mais c'est sûr que ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Je peux pas vous dire que ce qu'on fait demain, le CMP de votre quartier le fera, quoi. Ce serait pas vrai. Et alors justement, il y avait des questions aussi sur quand est-ce que ça pourrait être le bon moment pour les familles, pour une sensibilisation, commencer un travail sur l'accommodation. Alors, en fait, théoriquement, pour moi, ça devrait faire partie du truc le plus tôt possible, direct, en fait, quand la personne, euh, pour le coup, je travaille avec beaucoup de jeunes, et quand, en fait, on a la chance de rencontrer le jeune tout juste au moment où il fait son entrée dans un trouble, euh, alors c'est pas une chance qu'il fasse son entrée dans une trouble, mais c'est une chance qu'on puisse le savoir très vite, parce que du coup, là, les parents, ils n'ont pas eu le temps de s'accommoder, et on va pouvoir, justement, bloquer ça direct. Et ça, c'est en fait, c'est ce qui va être, c'est ce qui va être le mieux. Euh, Très clairement. Donc plus c'est tôt, mieux c'est. Parce que c'est sûr que quelqu'un qui aurait 45 ans qui vit chez ses parents et que ça fait 20 ans, 25 ans qu'il y a de l'accommodation, aller modifier ça 25 ans plus tard, c'est c'est sportif. Alors on le fait, hein, mais je vous cache pas que c'est un peu plus dur qu'avec un jeune de 16 ans. Donc plus on peut le faire tôt, plus c'est bien.
clairement. Ok, bah, il y a justement aussi des questions, oui, juste sur comment faire une fois que c'est installé depuis longtemps. Ouais, Il y a aussi pas mal de questions sur Ouais, vas-y, vas-y. non, vas-y, je suis comme ça, je répondrai en même Je temps. disais, il y a pas mal de questions sur l'accommodation aussi, mais pour d'autres pathologies. Alors, il y a eu pas mal de choses qui ont été évoquées, notamment tout ce qui va être addiction, troubles bipolaires, troubles dissociatifs de l'identité, dépression, anxiété, enfin voilà. Et puis plus tous les symptômes spécifiques de la maladie, notamment le déficit de conscience du trouble. Ah. Alors, ça, oui, j'ai eu des questions sur le déficit de conscience du trouble. Alors, donc, pour les gens qui n'ont pas conscience de leur trouble, sachez juste qu'en fait, nous, dans notre unité, on s'en fiche des diagnostics et que les personnes se disent pas malades, c'est pas un problème parce qu'en fait, on leur dit, mais nous, vous êtes sur vos projets maladie. Vous êtes d'accord que vous êtes patient en psychiatrie, qu'il y a eu un problème, a priori, ils disent oui, mais bon, c'est de la faute de je sais pas qui. Ok. Mais vous voulez de l'aide pour un projet? Ouais. Euh, donc, euh, donc, effectivement, euh, il n'y aura pas ce problème de conscience des troubles. Pareil pour les TCC, c'est qu'on n'a pas besoin de. Moi, je travaille pas sur un. Pour les gens qui ont des aides de persécution, en fait, je leur parle de méfiance excessive et je leur demande s'ils veulent travailler là-dessus, etc. Donc, on peut en fait travailler ça. Et pareil pour l'accommodation, on va pouvoir dire, bah, vous voyez bien, vos parents, ils font ça à votre place. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on essaye de changer ça pour que vous soyez capable de le faire tout seul? Donc, en fait, le problème de conscience des troubles, il est pas. C'en est pas un problème. Je vais faire des catégories pour dépression, symptômes négatifs, en fait, ce qui enlève de la motivation aux gens. Pareil, là, ça va vraiment être d'aider à recréer des petites actions. J'attends le symptôme négatif. Il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de soignants qui appellent des trucs symptômes négatifs dans la schizophrénie. Dans les chiffres, c'est que 25% d'écart. Donc, ça veut dire que 75% des gens qui ont une schizophrénie n'ont pas de symptômes négatifs. Par contre, ils ont des neuroleptiques qui sont sacrément sédatifs. Et ça, faut en tenir compte parce que pour le coup, si la personne vous dit je suis trop fatigué, je peux pas faire, ouais, quand on prend 4 ampoules d'aldol, il y a moyen ouais, qu'on soit pas capable qu'on se sente pas en capacité de faire des choses. Donc ça, c'est des choses aussi à considérer. Je pense qu'ils sont importantes. Mais le but là, ça va être vraiment d'aider à avancer petit pas par petit pas, à reprendre de l'autonomie et à dire je crois que tu es capable, je vais pas faire à ta place, tu es capable de faire au moins un petit bout. Ok, t'es pas capable de faire à manger tout seul, mais est-ce que tu veux bien m'aider un petit peu à faire un petit truc? Allez, au moins couper le concombre. Et on commence un petit peu comme ça. Donc ça, c'est pour des choses qui nous enlèvent de la motivation. Pour les choses qui sont autour de l'anxiété, des montées de peur, d'émotions très fortes, donc plutôt les troubles anxieux majoritairement, ou les troubles anxieux associés à de la bipolarité, un TDI, à n'importe quoi. Euh, Très clairement, là, c'est plutôt, on va favoriser, aider la personne à se confronter à tout ce qui est justement ces émotions désagréables. Pour ça, il faut être un peu soi-même à l'aise avec les émotions. C'est partir du principe qu'il n'y a pas d'émotions négatives. Les émotions, elles sont toutes super, on les adore. La peur, la colère, la honte, la culpabilité, c'est des émotions très utiles et on est OK pour les vivre. Euh, et c'est un peu le message qu'on va vouloir transmettre. OK, on est OK pour avoir peur. Et pour ça, ça va être du coup de moins favoriser les comportements qui évitent la peur et d'aller un peu plus s'y confronter et se dire, moi c'est un truc que je dis beaucoup aux gens que je reçois, je veux que vous ne soyez pas bien et je veux que vous vouliez être pas bien. Je parle de l'anxiété, hein, je ne parle pas d'un symptôme psychotique ou autre. Mais sur l'anxiété, je veux que vous vouliez vous en ressentiez et que je veux que ce soit vous qui vouliez en ressentir parce que ce sera preuve qu'on est en train de faire des trucs qui vous font peur et que vous êtes en train de progresser par rapport à ça et que vous êtes capable de ressentir ça et d'avancer avec ça. Donc là-dessus, effectivement, sur les troubles anxieux, c'est permettre de ne plus éviter ce qui fait peur. Je vois qu'il y a des questions sur l'addiction. Alors l'addiction, là, on rajoute encore une dimension super galère. Euh, Parce que comment aider quand il y a l'addiction? Le problème, c'est que l'addiction, le produit va modifier la perception de la personne. Euh, et ça, c'est souvent un problème aussi, là, pour trouver une porte d'entrée à aider la personne. Euh, je suis pas spécialiste du tout de l'addiction. Ce qui est sûr, c'est que oui, il y a de l'accommodation dans l'addiction. Maintenant, comment faire concrètement? Franchement, je j'ai pas de réponse. J'ai vraiment pas de réponse parce que
je pars du principe que c'est un peu compliqué de travailler tant qu'effectivement on n'arrive pas à diminuer, au moins diminuer ou ralentir la consommation. Voilà, sur une consommation forte, en fait, c'est assez compliqué et j'ai pas les compétences pour vous répondre vraiment sur ce qu'il faudrait faire à ce moment-là. Ok, alors plus tôt dans le CAFCONF, il y a une personne qui a posé une question sur en fait, les difficultés qu'il peut y avoir chez les personnes qui souffrent de schizophrénie à apprendre de leurs erreurs. Et on pourrait rajouter aussi le fait peut-être à prendre en compte et à travailler du point de vue de l'accommodation familiale. Donc, les difficultés. Bah, c'est vrai que dans la schizophrénie, il peut y avoir une difficulté, ce qu'on appelle le biais contre les preuves infirmantes, donc une difficulté à prendre en compte les nouvelles preuves. Euh, Ce biais qui peut être chez tout le monde, hein, c'est pas parce qu'on n'a pas de schizophrénie qu'on l'a pas, hein. C'est important de le dire. Mais il peut être un peu plus existant dans la schizophrénie. Et du coup, ça veut dire qu'il faut multiplier finalement les expériences de succès. C'est ce qu'on nous on essaie de faire beaucoup, de multiplier les réussites pour que les personnes puissent vraiment changer petit à petit leur point de vue sur les choses. Parce que c'est sûr que si c'est juste une fois que la mère de Guillaume elle fait pas les courses et qu'il va les faire, ça suffira pas. Il va falloir que ça se reproduise encore et encore pour qu'ils se rendent compte que, ok, faire les courses, c'est faisable, j'en suis capable. Donc clairement, ça c'est une des difficultés. Euh, qui est là, mais qui est franchement pas la plus compliquée à surmonter. Vraiment parce que les gens, quand même, malgré une schizophrénie, l'apprentissage fonctionne. Euh, Vraiment. Donc, les gens sont tout à fait capables euh, d'apprendre des nouveaux comportements. Après, c'est plus dur de se dire, je me sens en sécurité quand je vais faire mes courses, quand il y a des voix qui passent leur temps à dire aux gens, tu vas mourir, on va te tuer, etc. Forcément, il faut un peu de temps pour se sentir en sécurité, pour se dire, je suis capable de ne pas écouter ces voix. Ce qu'elles disent, c'est pas vrai. Bah ouais, des fois, nous on travaille ça des fois sur un an et demi. Euh, et encore que, pour donner de l'espoir, j'ai vu des gens en 6 ou 7 séances réussir à mettre de côté les voix, de plus les écouter, de se dire ah mais en fait j'ai réussi, bah, je suis capable, et puis de recommencer. Et puis ça s'est mis en place très très vite. Donc ça c'est une réalité aussi. Parce qu'on voit toujours la partie comment dire, le plus grave de la maladie, alors qu'en fait, dans certaines situations, on n'y aurait pas cru, puis en fait, la personne, elle est confrontée et elle réalise que ça le fait, et puis elle progresse vachement vite. Ça existe, mais à nouveau, il faut que nous, les soignants, on soit aussi dans la temporalité de la personne. Souvent, en psychiatrie, il y avait une notion de temporalité qui était, il faut la temporalité, mais ça veut dire on y va doucement. En fait, nous, le respect de la temporalité, ça veut dire on n'y va pas doucement, on y va quand la personne nous dit. La personne, elle nous dit, je sors d'hospice, mais là, je suis chaud, je veux retravailler. On y va, tout de suite, immédiatement. Et cette notion de temporalité va permettre, si on y va tout de suite, la personne, elle va direct faire des expériences et ça va être positif. Alors que si je mets 10 ans, si je mets 3 ans à lui dire, écoutez, vous allez venir à l'hôpital 2 jours, vous allez colorier des mandalas et faire des sorties marches pendant 2 ans pour voir si vous êtes bien stable avant de pouvoir envisager le boulot, bah là, on met la personne en difficulté parce qu'en fait, pendant 2 ans, elle ne va pas faire d'expérience comme quoi elle est capable de se confronter au monde du travail ou des études ou de la formation. Et ça va être d'autant plus dur euh, après. Donc, voilà, j'ai un peu digressé sur ça, mais l'idée elle est là. Euh, alors, il y avait des questions aussi sur. Je pense que ceci ou cela serait bien pour mon proche. Comment faire pour lui faire accepter? Est-ce que c'est de l'accommodation familiale de faire ça? De lui faire accepter qu'on veut changer? Non, mais de lui faire accepter, par exemple, je sais pas, d'aller dans un appartement, d'aller dans un ESAT, de faire une demande d'AH, ceci, cela, enfin voilà. En tout cas, est-ce que l'entourage trouve bien, ce qu'il pense qu'il serait bien, et de réussir à le faire accepter à la personne malade, est-ce que c'est de l'accommodation familiale? Ok. En fait, le fait de dire à son pote, c'est normal en fait quand on a quelqu'un qu'on aime d'avoir
des inquiétudes et du coup des envies pour lui. Et probablement, les proches ont peut-être souvent raison. Euh, Attention, des fois, si c'est pas la peur ou l'inquiétude qui parle, cela dit, mais ont des idées. Mais tout comme on a des idées pour ses enfants, je veux dire, en général, trouble ou pas trouble, finalement, on se dit, bah, ce serait mieux ou pour ses amis, ou pour son conjoint ou sa conjointe. Ah, mais ce serait mieux que tu prennes telle décision par rapport au boulot, etc. C'est logique, en fait, d'avoir ces avis-là, et pour moi, c'est pas de l'accommodation, c'est effectivement, on est inquiet pour les gens qu'on aime et on a envie qu'ils prennent des bonnes décisions pour que leur vie soit le plus satisfaisante possible. Donc, je trouve ça assez normal. Je trouve ça assez sain, en fait, d'avoir ces pensées-là. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Euh, et c'est ça le truc. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Là, on revient à cette question des portes. Personne fera quelque chose parce qu'on lui dit de le faire, enfin, ou alors parce qu'il est gentil et tout, mais ce ne sera pas un vrai choix. Et bah, le but du rétablissement, c'est quand même de remettre la personne au centre de sa vie et qu'elle trouve du sens. Et c'est de pouvoir trouver avec elle ce qui a vraiment du sens et trouver ses portes d'entrée. Pour trouver ses portes d'entrée, des fois, on a besoin que la personne soit un peu plus en difficulté. Euh, donc, clairement, je dis pas que, par exemple, un jeune qui veut rester à la maison, jouer aux jeux vidéo, il faut le foutre dehors du jour au lendemain. Mais petit à petit, lui dire que nous, on n'est pas d'accord pour que ça se passe comme ça à la maison et que du coup, eh ben, on va commencer à regarder pour un appart parce que ça, pour le coup, on peut pas forcer quelqu'un à prendre un appart, mais on a le droit de dire que nous, on veut pas qu'il vive chez nous, sur ce mode-là, en tout cas, sur ce truc-là. Donc, cette, euh, cette, euh, cet équilibre à trouver qui est pas évident, mais, euh, mais voilà, trouver un truc où la personne, elle va pouvoir être un peu plus en difficulté et avoir du coup une envie qui va naître. Si c'est trop facile à la maison, très clairement, si c'est comme cette situation que je vous ai décrit, vous n'avez pas de loyer à payer, vous avez un logement autonome chez vos parents, qu'il y a une piscine en plus dans le jardin, qu'on vous fait à manger, qu'on vous fait votre linge. Et ça, c'est des situations que je vois hein, régulièrement. Euh, Pourquoi s'en aller? Il n'y a pas de raison. En vrai, enfin, c'est beaucoup plus simple comme ça. Pourquoi prendre un appartement? On va devoir, soit va falloir bosser, du coup, c'est pas facile, soit va falloir prendre un petit appartement parce qu'on aura la hache. La hache, c'est quand même pas beaucoup d'argent, donc l'appartement, il n'est pas très grand. Euh, donc, c'est moins bien que la maison avec piscine. Forcément, ça va être un petit peu compliqué. Donc, c'est des fois, peut-être, on est un peu obligé de réduire un peu certains conforts pour pouvoir créer une envie. Attention, je fais attention à ce que je dis parce que je dis pas que du jour au lendemain, la solution qui est bah, je prends ton ordinateur, ta console, tu as plus accès et dans 2 mois, il faut que tu trouves un appart, ça ne marche pas. Hein, ça n'aide pas non plus les gens. Soyons bien d'accord. Le tout, c'est avec modération et nuance. Et ça prend du temps. Et du coup, des fois, il manque un peu de patience. Mais c'est d'amener quand même l'idée que la situation ne nous convient pas pour nous, toujours en exprimant son émotion à soi. Euh, Par contre, à la question, là, est-ce qu'aider une personne dans son projet peut être perçu comme une accommodation? Ouais, mais ça peut être une accommodation. En fait, l'accommodation, c'est vraiment si j'évite de la détresse. Si vous accompagnez pour un projet, c'est pas pour éviter de la détresse, c'est pour que le projet, il avance. Si la personne vous demande de l'aide. Et juste, des fois, on a peur de l'échec. Ça, c'est un truc, nous, on n'a jamais peur d'accompagner les gens dans le mur. En fait, on les accompagne dans le mur. Parce qu'en fait, c'est le meilleur moyen d'apprendre de la vie. Parce que dans la vie, en fait, on a tous fait des erreurs. Et c'est pas grave, en fait, de se planter. Mais il faut essayer. Quand quelqu'un a une idée qui lui tient à cœur, nous, on préfère qu'elle n'ait pas de regret qu'elle l'ait essayé. Je veux dire, on peut accompagner quelqu'un qui nous dit, bah voilà, j'ai 35 ans, je veux être astronaute. Nous, on va pas lui dire vous allez être astronaute, mais on vous dit, et nous dit j'ai besoin d'aide. On dit bah ok, bah, on va aller ensemble se renseigner. Et après, la réalité est que bah, on nous dit bah à 35 ans pour être astronaute, vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Vous n'avez pas le parcours en plus des études qu'il faut. Euh, Ça va être un petit peu chaud. Ok, mais on va pas le considérer comme un échec. C'est une expérience en fait de vie où on a appris des choses et au moins on a osé se tester. Et ça marche vraiment bien. Il n'y a pas de gens qui sont sortis dévastés. Au contraire, les gens disent bah du coup, il faudra que je trouve une autre chose alors. Euh, Voilà, et on a souvent fait ça pour des projets qui paraissaient un petit peu dingues, euh, des projets qui paraissaient peu réalisables.
On a aidé les gens à se diriger en direction d'eux, puis petit à petit, la réalité a fait que les gens ont amélioré le projet, l'ont réorienté un petit peu, et sont arrivés à quelque chose de plus réaliste. Et il y a eu des échecs. Enfin, il y a eu des choses qui ne se sont pas passées comme ils avaient prévu sur le chemin, mais c'est pas grave. Ça a permis d'avancer dessus et justement d'améliorer le projet. Alors que si on n'accompagne jamais le projet, qu'est-ce qui va se passer? La personne va rester bloquée sur ce projet et il va rien se passer. Donc, on préfère y aller et que ça foire euh, que rien. Et du coup, la question est, que faire quand il n'y a pas de projet? Je crois qu'il y a très peu de gens qui veulent vraiment Oui, vivre comme ils sont. Ouais, vas-y, Nicolas. bah, c'est ça, il y avait des personnes qui demandaient justement quand la personne est trop anxieuse et renonce. Ouais, c'est là que du coup, Ouais, juste malade et trop anxieux, veut éviter de se confronter à la difficulté et du coup renonce à tout projet. ouais, là, alors là, du coup, on est plus. Là, je parlais projet pour les troubles psychiatriques sévères, quand c'est sur les troubles anxieux, alors qui peuvent être associés à un trouble psychiatrique sévère, mais pour les troubles anxieux, au contraire, là, on va vraiment faire une thérapie. Les troubles anxieux, ça se guérit bien, en fait, et du coup, c'est de faire une thérapie pour petit à petit apprendre à ne plus avoir peur pour après pouvoir réussir le projet. On va le faire en même temps, au service du projet. Typiquement, le projet, je veux retourner à la fac, mais je suis trop anxieuse du regard des autres, j'ai peur du... En plus, j'entends des voix. Bah là, en fait, moi, c'est une porte d'entrée pour dire, je vais vous aider à gérer les voix et l'anxiété, puis comme ça, on va pouvoir retourner à la fac. Mais là, pour le coup, ça demande un professionnel formé en thérapie pour pouvoir le faire, parce que le faire en tant que parent, ça va être beaucoup trop dur, il y a trop d'affect émotionnel, puis ça demande des techniques spécifiques. Euh, En fait, c'est là les limites du... Les parents sont là pour être soutenants dans le projet, pour être valorisants, pour être renforçants, mais ils ne pourront pas se substituer à un thérapeute euh, dans la majorité des cas. Après, le problème, c'est aussi quand les gens ont des fois testé des soins et que ça n'a pas marché, après, ils n'ont plus envie de tester, ils perdent tout espoir, ils n'ont plus envie de se confronter à rien. Et du coup, c'est aussi trouver les soins qui soient les mieux adaptés à la personne, ce qui n'est pas toujours évident non plus. Et comment on fait pour que les jeunes aient un projet? Je pense qu'il y a très peu de gens qui n'ont pas d'envie, c'est-à-dire que l'envie de rester à la maison et de rien faire de sa vie, de ne pas avoir de, de relations amoureuses, de ne pas avoir de vie amicale, etc. Il y a très très peu de gens qui n'en ont pas envie. Par contre, ça prend du temps d'aller creuser avec la personne ce qu'elle veut. Et ça, pareil, c'est à nouveau, pas tant aux parents de le faire qu'effectivement aux équipes de soins, normalement, d'aider à ouvrir. Parce que finalement, j'ai rencontré des gens qui, sur le papier, n'avaient pas de projet, puis quand on prend le temps, que je leur demande, en gros, votre vie, elle est parfaite là, vous voulez rien changer. Les gens, ils me disent, quand même si. Ah ouais, quand même si. Donc, il y a peut-être des trucs qui pourraient vous faire plaisir. Et la porte d'entrée qu'on a souvent, c'est les relations amoureuses. Nous, on travaille beaucoup aussi avec ça. C'est que les jeunes qu'on rencontre, il n'y a pas beaucoup de projets définis, mais ils aimeraient bien quand même un jour avoir un copain ou une copine. Et ça, du coup, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a jamais quelqu'un qui est venu frapper à la porte et dit bonjour, je suis ton copain ou ta nouvelle copine. Il faut aller un peu aller le chercher. Donc, ça nous donne des portes d'entrée pour, euh, pour aider ça. Mais c'est vraiment ces questions-là. Est-ce que ta vie, elle te convient 100% telle qu'elle est aujourd'hui? Avec des gens qui souffrent de troubles psychiques, j'ai rarement, en tout cas des gens qui sont dans l'entrée dans le trouble, je parle pas de gens rétablis, des gens qui sont en souffrance, ils me disent rarement que oui, leur vie leur convient parfaitement. Euh, voilà. Après, il y a quelques situations où les gens refusent toute aide, et là, on ne peut pas contraindre les gens à être aidés, voire même les soins sous contrainte vont être pires parce qu'ils vont éloigner encore plus les gens des soins. Ça va servir à un instant T, mais ça va être pire pour les fois d'après. Donc ça, c'est un problème aussi. Euh, mais effectivement, je vois le projet est aux antipodes de ce à quoi nos parents ont rêvé. Oui, aussi, des fois, mais alors, oui, mais c'est le projet de la personne qui compte avant tout. Euh, Très clairement. Il y a des projets c'est là où c'est intéressant d'accompagner tous les projets quand on a un proche, même si c'est pas celui dont on rêvait pour son enfant. Le but, c'est qu'il y ait quelque chose qui donne envie de changer quelque chose en question, quel qu'il soit, à part si c'est se mettre en danger ou mettre en danger autrui, évidemment. Mais ouais.
Et oui, les relations amoureuses peuvent être dévastatrices, mais en fait, ça, c'est comme tout le monde. En fait, on fait des expériences amoureuses dans la vie. Et, euh, et je pense vraiment que les gens sont concernés par des troubles psychiques ne doivent pas en être exclus, très clairement. Et après, mais on a beaucoup de gens dans leur vie ont fait des expériences amoureuses de mauvaise qualité. C'est pas pour ça qu'il faut pas les faire. Je pense que ça vaut le coup quand même. On avait une question qui était un peu dans la même ligne qui a été posée auparavant. C'était quand le proche refuse l'aide et tient un discours de demande d'autonomie, qui est quelque part une façon de repousser l'aide et de tenir à distance. Comment se positionner? Bah, là, notre positionnement serait plutôt, OK, bah, tu veux de l'autonomie, go. Est-ce que tu as besoin d'aide pour devenir meilleur en autonomie? Peut-être, c'est là la question, c'est pas on veut t'aider coûte que coûte, c'est plutôt, c'est super en fait, c'est exactement ce qu'on veut pour toi, euh, que tu sois autonome. Mais du coup, des fois, autonome, bah, pour toute personne, en fait, ça prend du temps, peut-être avec ou sans trouble, ça prend du temps de devenir complètement autonome et de savoir mener sa vie seul, ça demande d'acquérir des compétences. Et, euh, et du coup, bah, OK, est-ce que tu as besoin d'aide pour devenir plus autonome? Tu as besoin d'apprendre un truc spécifique dont moi j'ai les compétences et que je pourrais t'apprendre? Et là, ça peut créer un lien. Est-ce que tu as besoin d'une formation, tu voudrais lancer un nouveau truc dans ta vie et du coup, qui pourrait t'aider? Vas-y, je te suis. Je te suis surtout et si tu as besoin d'un peu d'aide dans cette acquisition de l'autonomie, je serai là. Je serai là pour te donner cette aide euh, pour ça. Juste cette dernière Et question, je alors, la prends il y aussi avait là, des questions. sur l'acte suicidaire. Alors, juste, euh, quand effectivement les gens sont avec se suicident, là, on ne parle pas de savoir si on s'accommode ou pas, hein. Quand quelqu'un est en danger, clairement, la première chose, c'est qu'il soit mis en sécurité. Donc, ça, c'est. Voilà, là, on ne se pose même plus la question. Si dans ces moments-là, il faut faire à la place d'eux, faut faire enfin, clairement, il faut le faire, quoi. On ne veut pas que les gens se fassent du mal, donc ça, c'est une limite. Et enfin, l'accommodation, on y pense quand on vise à aller mieux. Quand il y a des états suicidaires, on vise surtout comment on peut gérer la crise, comment des professionnels peuvent vous aider à gérer cette crise, très clairement, et quelles sont les portes d'entrée pour retrouver un peu de plaisir à la vie, pour sortir d'une crise suicidaire. Voilà, ça me paraissait important de répondre à ça parce que oui, là, on aide parce qu'on ne veut pas que la personne se fasse du mal. Il y a eu des questions aussi sur la mise en place d'une tutelle, d'une curatelle, et comment donc considérer ça sous l'angle de l'accommodation familiale. Ça peut être une forme d'accommodation. On peut aussi le voir comme une forme d'aide à acquérir un peu plus d'autonomie sur la gestion du budget, quand effectivement il y a eu des dérapages importants. Euh, c'est vraiment considéré. Après, moi je pense qu'il faut considérer l'outil d'aujourd'hui et qu'il soit pas un frein de demain. Ça peut être utile à un moment donné, et peut-être ça vaudra le coup si la personne elle gagne en autonomie et que finalement ça commence à le faire, de lui redonner cette autonomie et pas de se dire par principe on reste sur la tutelle ou la curatelle parce qu'on a peur qu'il rechute. Il y a un moment, si on veut que la personne soit autonome, il faut qu'elle puisse aussi gérer son argent. Bien sûr que c'est dans un moment où une phase haute de la bipolarité, que la personne, elle dépense tout son argent à cause des symptômes, c'est peut-être pas le moment où lâcher la curatelle, évidemment. Donc c'est toujours au cas par cas, voir ce qui est bien, ce qui fonctionne pour la personne, ce qui fonctionne pas. Euh, Discuter avec elle de ça, même si dans les faits, il y a beaucoup de gens qui refusent la curatelle. En fait, de fait, nous, ça nous arrivait souvent d'aider les gens à lever leur curatelle, très clairement, mais en étant là pour les aider, ils nous ont dit, je veux aider ma curatelle, mais je sais que la dernière fois, c'est mal passé. Est-ce que je peux avoir un peu de votre aide pour gérer? Et puis, voilà, ça le fait. Ça fait un petit filet de sécurité pour les parents pour éviter de se sentir à se dire, ah merde, ils enlèvent la curatelle, puis il n'y a personne pour l'aider. Non, on essaie de rester dans la boucle pour être là si nécessaire. Et du coup, par exemple, justement pour la curatelle, est-ce qu'il vaut mieux que ce soit les parents ou un curateur extérieur? Alors, franchement, curateur extérieur, hein, vous mettez pas ça sur le dos, hein. Franchement, à chaque fois, ça crée des à chaque fois, ça crée des problèmes hein, quand c'est géré.
c'est ça qui va générer justement ce dont je parlais, des comportements coercitifs, par exemple des comportements de crise pour avoir de l'argent, alors qu'avec un curateur neutre, extérieur, bah, c'est comme ça et c'est comme ça. Enfin, voilà, je pense que là, pour le coup, c'est mieux que ce soit pas les parents. Ça nous arrivait aussi plusieurs fois de dire aux parents, retirez-vous, on va nommer un curateur extérieur, retirez-vous de ça pour faciliter la relation. Très clairement, je pense que. Après, s'il y a des parents qui disent, ça se passe très bien quand c'est moi qui suis curateur, ok. Mais je pense que pour la plupart des cas, dans 90% des cas, ça se passe pas super bien et il vaut mieux ne pas l'être. Et il y a eu des questions sur justement quand la personne est très opposante, voire refuse d'avoir des contacts avec son entourage. Dans ce cas-là, quel serait le Là, c'est très du cas par cas. Euh, bonne manière? c'est toutes des questions où j'aimerais pouvoir prendre le temps avec les gens de regarder, de voir la situation et de pouvoir poser des réponses plus précises, parce que ça dépend vraiment des situations, comment re-rentrer en contact. Euh, on peut pas forcer le contact, il faut voir si la personne le veut, mais peut-être en tout cas qu'on peut faire un geste en direction de l'autre. Euh, comment faire ce geste, comment rédiger quelque chose, un mot, un message ou quelque chose qui pourrait redonner envie, et comment faire en sorte, si les relations se sont dégradées, comment faire en sorte qu'elles refonctionnent à nouveau. Bah, tout ça, c'est vraiment du cas par cas et qui mériterait en fait d'être échangé enfin, voilà, où les familles mériteraient d'être aidées et accompagnées pour gérer ça. Parce que c'est vrai que c'est des situations très compliquées qui font souffrir beaucoup de familles quand il y a une rupture des liens ou un éloignement très, très massif des liens à cause de la maladie. C'est, ouais, c'est vraiment du cas par cas. Il n'y a pas de bonne façon de faire. Ok. Il y a des personnes, donc, enfin de ce que tu as expliqué, l'idée qu'on pourra essayer de favoriser l'autonomie de la personne, mais il y en a plusieurs qui nous ont dit oui, mais comment faire si le projet change tout le temps? Ouais, c'est un truc qui arrive souvent. Du coup, euh, en fait, nous, on lance sur un truc, on commence, on y va. Sur un truc, la personne nous en amène 12 000. Nous, on vous dit, OK, nous, on vous suit, mais ça veut dire on arrête celui-là, OK, on passe sur un autre. On va suivre pendant quelques projets. Et puis à un moment, on va dire, bon, bah, du coup, il s'est passé un an. Un an, on a débuté plein de trucs, mais il n'y en a rien qui a abouti. Qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est les faits, vous voyez, c'est bon, là, on ramène à la réalité. On dit, nous, on veut bien, on vous suit si vous voulez, on vous suit encore pendant un an sur plein de projets différents. Mais il y a un moment, de fait, il n'y a rien qui aboutit. Est-ce qu'on n'essaierait pas d'en faire aboutir un? Et lequel? Euh, voilà. Et après, des fois, on va dire aussi, bah, certains, là, vous êtes, des gens, on leur dit, vous êtes autonome pour faire vos démarches. Allez-y, si vous avez, nous, vous nous avez sollicité pour un truc, est-ce qu'on continue dessus? Oui, on continue dessus, mais vous avez un autre projet, ok. Bah, faites-le de votre côté, et puis après, on voit, et nous, on avance avec vous sur le projet principal, et on voit après lequel vous choisissez. C'est possible. Mais il dirait qu'il vaut mieux quelqu'un qui a beaucoup de projets, quitte à ce que ce soit un petit peu le bazar dans les projets, que quelqu'un qui est vraiment renfermé et qui en a plus du tout. Au moins des projets, ça veut dire qu'il y a de l'espoir et qu'il y a de l'envie. Donc ça, c'est quand même plutôt positif. Des fois, ça prend un peu de temps, mais on finit toujours par. Ça se pose un petit peu, ce truc de plein de projets. Enfin, toujours. Souvent, ça finit par se poser si on commence à accompagner dans des démarches précises. Parce que une fois que ça devient concret, ça devient un petit peu moins le bazar dans les projets. Ok, bon, on On a a- déjà vu pas mal de on avait eu questions. Est-ce que aussi, on avait aussi des questions sur quand la personne, le proche ne vit pas, vit à distance ou est chez lui, comment, comment l'accompagner, voilà. Ça, c'était dans les questions qui étaient auparavant. Euh, Franchement, toujours renforcement, valorisation. T'es capable, je t'en crois capable. Si la personne vous dit, ah, j'ai pas réussi à sortir hier, j'étais trop stressé. Tu arriveras la prochaine fois, je te crois capable de surmonter ton émotion. Euh, c'est un peu votre phrase que vous pouvez répéter en boucle un petit peu. Je crois en toi, je crois que tu y arriveras. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais je crois que tu y arriveras. Porter l'espoir, en fait, toujours. Et ça, c'est le meilleur truc. Montrer à la personne qu'on croit qu'elle est capable. Alors pourquoi? C'est pas juste des messages de bienveillance que je vous dis comme ça. Le rationnel derrière, il est que
en fait, je vais décider de ce que je fais en fonction de ce que je crois sur moi. L'exemple que je prends toujours, c'est euh, moi, je suis pas sportif du tout, mais alors vraiment pas. Et du coup, si demain on me demande d'aller faire un marathon, c'est mort, j'y vais pas. Il n'y a aucun moment où j'y vais. Moi, je cours 20 mètres et je suis épuisé. Donc non, non, je n'y vais pas. Parce que je sais de moi que je ne suis pas capable de courir. Même pas un marathon, de courir tout court. Euh, j'ai appris ça sur moi. Ce serait peut-être faux. En fait, si je me mettais petit à petit à courir, je pourrais certainement apprendre. Mais en tout cas, moi, j'ai la conviction sur moi que je suis pas capable de courir. Et donc, j'y vais pas. Et j'ai raison. Parce que si je suis persuadé de pas y arriver, je vais pas utiliser de l'énergie à le faire. Et, euh, et c'est la même chose finalement quand vous allez, pour vos proches, quand vous allez leur dire, ben, tu es capable, je te crois capable, ben, la personne elle va petit à petit changer son regard sur elle-même, se percevoir comme étant quelqu'un de compétent. Et si je me perçois comme compétent, bah peut-être je vais y arriver. C'est-à-dire que si mon entourage me répète que je suis peut-être capable de m'entraîner à courir un peu petit à petit, je vais peut-être me dire, ah ouais, non, finalement, c'est vrai que je suis peut-être capable de le faire. Et peut-être je me dirais, bah tiens, si j'ai l'occasion, je le ferai. Bon, alors j'aime pas courir, je le ferai pas, mais en tout cas, c'est vraiment cette idée, valoriser, renforcer euh, au maximum. Euh, on appelle ça le sentiment d'efficacité personnelle en psychologie. Dire à la personne, tu es capable. C'est vraiment ultra important parce que ça va changer ma façon de me voir et du coup ma façon de faire les choses. Et je vois une question là, si le thérapeute refuse de rencontrer les parents d'un patient adulte, faut-il en changer? Bah, moi je vais vous répondre sans trancher, oui, 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 clairement. Euh, Il y a un moment, c'est bon quoi. Le seul motif pour lequel moi je refuserais de rencontrer les parents, c'est si la personne me fait une demande explicite que je ne rencontre pas ses parents. Ça, je peux pas aller contre la volonté de la personne. Ça c'est sûr. Par contre, si la personne est d'accord que je rencontre ses parents, bah, il n'y a aucun problème. Je veux dire, moi, si les parents me sollicitent, je les reçois à chaque fois. Je n'ai jamais refusé de recevoir. Donc, et je vois pas pourquoi, en fait, on refuserait de les recevoir. Donc, bon, voilà. Il y a pas de raison en psychologie ou quoi que ce soit qui justifie ça, hein. Il y a eu aussi une demande, est-ce que vous avez des livres, des ouvrages sur l'accommodation à conseiller ou sur justement ce sentiment d'efficacité personnelle, hein? Alors, en français, il y a très très peu de choses et même en général, même en anglais, c'est beaucoup sur les troubles anxieux qu'il y a des choses pour les familles. Ben, c'est au programme, c'est-à-dire que je suis en train d'essayer. On m'a proposé d'écrire un livre sur le sujet, donc pour des conseils aux familles. Donc voilà, mais en attendant, en fait, tout ce qui existe sur l'accommodation familiale relève de l'article scientifique, donc des données pour montrer qu'il y a tel truc qui existe, telle chose qui joue, etc. Donc rien de très utile pour, euh, pour le quotidien. Euh, J'invite néanmoins voilà, la participation aux groupes qui sont faits pour les familles, pro-famille, mais aussi maintenant il y a des groupes un peu plus courts comme Bref et Léo, qui sont d'autres groupes. Bref, c'est pas en groupe, euh, c'est des suivis individuels, mais c'est suivi pour les familles qui sont chouettes. De plus en plus, il y a les hôpitaux ouvrent des unités aidants, donc il faut se renseigner, est-ce qu'il y a une unité aidant pas loin de chez vous qui peut vous aider, qui a de la documentation, qui a aussi des professionnels qui peuvent vous recevoir et essayer un peu de vous soutenir aussi. Euh, voilà, puis après, évidemment, les associations de famille qui existent, les associations d'usagers euh, qui existent aussi, voilà, pour essayer de gérer ça. Dans J'ai pas... votre article, dans l'article que vous, enfin, dans un des articles, vous parlez aussi de groupes qui, pour diminuer des programmes en direction des familles centrés sur la diminution de l'accommodation, qui sont visiblement dans les pays anglo-saxons. Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent en France, Ben, je ne fais en pas tout. dehors de Pro-Famille, etc., bien sûr, et tout ce qu'on connaît, bref, et Léo, comme vous avez dit, enfin, mais qui sont... Je sais pas tout ce qui se fait. Euh, Très clairement, je suis le seul chercheur, en tout cas, à rechercher, à travailler sur l'accommodation familiale en France à l'heure actuelle. Je ne suis pas le seul à travailler sur les familles
néanmoins. Donc, comment relier ces sujets? Je pense qu'il y a des choses. Maintenant, voilà, le but, je suis là ce soir aussi pour ça, pour diffuser qu'il y a aussi des professionnels. C'est un sujet sur lequel on sollicite beaucoup. Par exemple, je devrais en parler au Congrès Réhab à Marseille. Donc, j'espère que petit à petit, à force de diffuser ce sujet, on va pouvoir euh, petit à petit mettre en place d'autres groupes, qui n'est pas que le groupe dans notre unité, parce que c'est très restreint quand même, un groupe chez nous. Et encore, on voudrait faire mieux, mais c'était un début. Et que ça puisse se développer un peu dans différentes unités de psychiatrie en France, ce serait chouette. Alors, on s'approche de la fin, mais alors, on va pouvoir répondre à toutes les questions. On a quand même vu pas mal. Alors, il y a aussi, pour accompagner les familles, et dans ce cas-là, si elle est d'accord, je vais laisser Pascal détailler un petit peu les différentes activités ou propositions de l'association Promesse, et, qui pourraient Oui, aussi juste vous aider pour, ou vous accompagner sur... euh, oui, juste pour compléter, c'est vrai que dans l'association Promesse, mais aussi dans d'autres associations, en tous les cas Promesse, on vous propose aussi des ateliers de révision pro-famille. Ça permet de continuer à s'entraîner sur la pose des limites, puisqu'on en a parlé aussi dans qu'est-ce qu'on peut accepter ou ne pas accepter, sur les habiletés de communication, sur l'entretien motivationnel aussi. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est aussi un outil pour peut-être aider nos proches à changer et à voir un peu leur ambivalence et essayer de les inciter à évoluer. Et puis, on propose aussi des formations en direction des fratries avec Kesako Schizo, et puis depuis pas très longtemps, le parcours pour les fratries qui s'appelle Il y a un truc qui va pas, qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, YouTube. Voilà, donc quelques pistes qui peuvent peut-être vous aider et si vous voulez y participer. Je crois, en plus des CAFCONF et d'autres aides qui existent aussi dans d'autres associations. comme effectivement l'UNAFAM qui a été souvent cité, où effectivement il peut y avoir moyen de trouver de l'aide pour, pour les aidants. En tout cas, merci Alexandre pour ce CAFCONF à la fois, je le trouvais très rigoureux d'un point de vue scientifique, mais en même temps très adapté, très, euh, avec plein d'exemples assez vivants pour les familles. Il y a eu pas mal de réactions. Effectivement, les exemples donnés, visiblement, touchaient assez juste. Donc, merci beaucoup. Peut-être un mot de la fin ou un petit mot pour conclure, si Ah, tu le souhaites. encore merci à vous. Et puis surtout, courage aux familles. Je sais que c'est vraiment pas facile et surtout que c'est difficile dans le parcours, dans les méandres de la psychiatrie de trouver de l'aide adaptée. Euh, je vais vous demander encore un effort, ce serait celui de, dites qu'il existe des choses et que comment ça se fait qu'on ne vous les propose pas. Euh, Parce qu'il y a un moment, je pense qu'aussi c'est comme ça que ça va obliger certains services qui ont du mal à se moderniser, leur dire, mais il existe des choses et pourquoi nous, on les a pas? Je pense qu'à force, ça obligera un petit peu les changements. Alors, rassurez-vous, on est quand même plein de soignants à aussi militer pour faire changer les choses, donc voilà. Mais je pense que c'est notre participation à tous qui permettra de faire changer les choses très clairement. Donc, soyons alliés et courage à vous dans l'accompagnement de vos proches. Et s'il y avait des personnes concernées, courage aussi à vous avec vos symptômes. Je pense que c'est pas facile tous les jours. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Pascal, tu voulais Écoutez, rajouter merci, quelque merci chose? à tous. On voit qu'il y en a plein qui disent ils regrettent que vous ne soyez pas dans la région où ils habitent. Donc, l'idée, c'est de faire des petits et puis d'essayer, quelle que soit l'association et quelles que soient les personnes, de pouvoir pousser, parce que c'est aussi notre rôle d'association et de parents, de pouvoir faire en sorte que de nouvelles pratiques puissent se mettre en place ailleurs qu'à Montpellier. Et, voilà.
dans tous les coins de la France. Ça C'est avait, un vrai sujet. Merci, et ça avait bien. déjà été beaucoup demandé au niveau de TCC, effectivement. Donc, Mm. merci. Et puis, on va finir sur cette note d'espoir, sur cette alliance, parce que on a a priori le même objectif. En tout cas, nos objectifs convergent. Et ben, merci à vous. Et merci d'avoir participé à ce CAFONF. Et à bientôt, peut-être pour un prochain. Voilà, on va couper l'enregistrement.